Fabien, Oui. comment vas-tu? Je sais pas, j'ai été appelé au garde à vous. Fabien, oui, Louise. Ça va très bien. Je suis contente de te recevoir. Pour la petite histoire, celles et ceux qui n'ont pas encore écouté notre premier épisode, tu es venu au tout début du podcast. Ouais. Donc déjà, merci d'avoir cru en InPower. Et donc, là, on est face à plusieurs personnes. À l'époque, on était chez mon père, Exact. dans le salon. Ah, exact. Il y avait juste un micro entre nous deux. Donc, Je je suis connaissais déjà ravie. ton travail et puis c'était Juliette de LIJ qui m'avait dit « Ah mais si, il faut que tu le fasses Louise, c'est super et tout ce qu'elle fait. » tu vois. Big up Juliette. Écoute, je suis ravie, je te suis depuis. Et je suis assez, je t'avoue, admirative d'à quel point tu arrives à associer ou à lier sujet profond et divertissement. Ah, et c'est la base de mon métier. C'est vraiment, je trouve, c'est un enjeu qui est extrêmement difficile et tu arrives à reprendre les codes du divertissement, mais en t'attaquant toujours à des sujets qui, en repartant que ce soit d'un livre que tu as écrit ou d'une vidéo que tu as produite, une valeur ajoutée. Bah, quand j'étais petit, j'ai un grand frère et une grande sœur qui ont 7 et 8 ans de plus que moi. Et quand j'étais petit, je passais un peu ma vie dans les bouquins. Parce que j'essayais de faire comme eux, ils allaient à la bibliothèque du village, donc j'y allais aussi et tout. Et moi, j'ai pas inventé grand-chose dans ma vie, mais par contre, tout ce qui me fait des petites pop-corn dans le cerveau de « Ah ouais, c'est trop intéressant et tout », j'ai envie de voir dans l'œil des autres la même chose. Je veux délivrer le truc. Et quand j'étais petit, quand t'as 7 et 8 ans de moins que ton frère et ta sœur et que tu veux parler des trucs que t'as lus ou que t'as machin, il faut être très fort pour les intéresser. Ils s'en foutent, t'es le petit dernier, tu vois. Ou mes sujets de prédilection que j'avais à l'école primaire, c'est des sujets qui m'isolaient. J'étais plutôt tout seul. Alors moi, j'ai pas eu de harcèlement. J'étais bien aimé de tout le monde, mais j'étais dans mon coin, j'étais tout seul. Et fun fact, c'est les mêmes sujets qui font qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui écoutent ce que je dis. Donc ça, c'est rigolo, tu vois. Ouais, cultivez votre différence. Ouais, c'est fou. Hein. Mais en tout cas, dès que je voulais parler avec les autres des sujets qui m'intéressaient, il fallait que je sois toujours fun, attirant dans le sujet, tu vois. J'avais compris, il fallait pas que je cherche à les rendre experts ou aussi intéressés que moi. Il fallait que je leur donne les éléments les plus sexy et à quoi ça pourrait leur servir. Donc je pense que ça m'a construit un ADN de ok, on peut être pédagogue, mais par contre, il faut être divertissant dans sa manière de délivrer l'information, tu vois. Et puis après, on peut creuser du deep sur la transmission. Dans le spectacle, c'est le curseur divertissement est très très haut. Dans les conférences, c'est middle entre le divertissement et la passation de savoir. Et dans les livres, bah, on est un peu moins divertissant, même si là, pour le dernier bouquin, comme c'est sur l'attention et que je voulais que les gens qui ont un déficit de l'attention puissent le lire, j'ai rajouté plein de techniques et plein de mécaniques pour qu'ils ne décrochent pas, donc on récupère encore du divertissement. Comment tu définirais qui tu es aujourd'hui ? Je peux m'allonger. Ouais, allonge-toi, on y est presque. Pour faire une séance là, ouais, c'est le but. Je sais pas du tout. Je suis à chaque fois que les gens doivent me présenter sur un event ou dans la presse ou quoi, ils me disent on met quoi ? Je fais mais mettez Fabien. Voilà, c'est Fabien. J'ai pas envie de chercher des cases. C'est le message que j'ai à la fin de mon spectacle. On rentre pas dans les cases et c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. On a le droit de choisir plein de cases et super nouvelle, on a le droit d'en changer en plus après au fur et à mesure si on a envie et de revenir en arrière et en fait juste de se débarrasser de ça. Donc je suis passionné du cerveau, ça c'est sûr. J'ai un grand besoin de liberté et d'autonomie pour être heureux. Je l'ai déterminé ça assez tôt dans ma vie. Et donc, j'ai envie de me lever facilement le matin. Je n'ai pas de réveil en général, tu vois. Donc, il faut qu'il y ait un truc qui me stimule au réveil, qui me donne envie de sortir de la couette. Donc, je fais en toute autonomie des trucs en rapport avec ma passion. Et donc, mon premier métier, c'était d'être conférencier. Mon métier là, le plus long, c'est de faire des spectacles depuis 2011. Mais en fait, c'est que des supports d'expression. Donc, je suis artiste quand je suis sur scène, je suis conférencier quand je fais des conférences, je suis auteur quand j'écris un livre, je suis vidéaste quand je fais une vidéo. Tu vois, autour toujours du même sujet, mais tous les supports me permettent d'en parler différemment. Ton premier métier, si je me souviens bien, c'était quand même sur les marchés. Ah oui, alors des jobs, il y en a eu. Des jobs, il y en avait pas mal. T'as bien révisé. Non, mais tu sais quoi, j'ai même pas réécouté l'épisode. Hein. Je m'en souviens, ça m'a marqué. Oui, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est tellement chouette de voir qu'on peut avoir un chemin atypique et aujourd'hui vivre de sa passion. Je me suis dit, putain, Fabien, c'est vraiment un mec qui est passé par tous les jobs. Alors, j'étais émancipé à 17 ans. C'était OK pour mes parents, quoi. Ça vient pas d'un clash ou quoi. Mais toujours ce besoin de liberté, d'autonomie.
Et donc, fallait taffer. Donc, je taffais, tout ça, machin. Et c'était l'année de mon bac. Après, je passe le bac. Et puis, moi, j'allais au lycée quand c'était les cours qui me plaisaient, quoi, tu vois. À la carte. À la carte. Et donc, j'avais fait des calculs très savants pour taffer en même temps et aller à la carte et avoir un 10 de moyenne à la fin, tu vois, pour le bac. Et j'ai mal calculé parce que j'ai eu 9,86. Alors, des fois, ils te le donnent, tu vois. Sauf que moi, j'avais des gros tampons de absence et tout, donc ils ne me les donnent pas. Et il faut aller au rattrapage. Mais moi, je travaillais. Donc, comme plein de gens, je me suis dit, allez, c'est bon. Moi, je ne voulais pas faire d'études longues. Donc, je me suis dit, j'irai l'année prochaine en candidat libre. Et comme tous les mecs qui disent ça, j'y suis jamais allé en candidat libre après. Donc, finalement, j'ai pas le bac. J'ai pas été sanctionné par un diplôme. Sanctionné ouais, mais parce que c'est... Là, il y a des storytelling qui se font parfois, de gens qui racontent une partie de mon histoire dans des articles ou quoi. Et je suis pas d'accord, en fait, parce que c'est le côté il a pas eu le bac, regardez ce qu'il fait, ses livres, ils sont étudiés dans des facs et tout. Oui, c'est une singularité, en fait. Hein. C'est un coup de bol que j'ai eu, quoi. Ne pas avoir mon bac a été une honte, puisque durant des années, quand on me disait t'as fait quoi comme études et je disais j'étais en terminale S, j'ai fait un parcours S, mais je disais pas j'ai pas eu le bac à la fin, tu vois. Et puis c'est quand même dommage de faire autant d'années de lycée pour pas après juste avoir le diplôme, voilà. Donc je trouve ça débile. Ça m'aurait pas plus servi, mais ça m'aurait évité de traînasser ce petit truc un peu honteux, tu vois. J'allais te demander si tu penses que ça aurait changé quoi que ce soit dans ton parcours. Non. Franchement, non. Parce que j'ai toujours fait le mensonge par omission. C'est-à-dire, si on me disait t'as ton bac, je disais non. Et si on me disait t'as fait quoi comme étude, j'ai dit j'ai fait S. Une demi-vérité, parce que je sais très bien ce que la personne conclut alors que c'était faux. Mais ça n'aurait rien changé parce que je savais dès le collège que je ne ferais pas d'études. Et je suis allé en parcours général pour faire plaisir à ma mère, parce que comme je savais que j'arrêterais très tôt les études, je voulais faire un truc qui me soit très utile. De l'électricité, de la mécanique auto, j'en sais rien, mais un truc, voilà. Et j'avais une grande soif d'apprendre, donc je rêvais en fait de cours à la carte, pour de vrai, tu vois. Donc je lisais énormément. Après, dès l'âge adulte, j'ai fait énormément de formations dans 1000 domaines. Pour te dire, au lycée en termes, je séchais les cours de mécanique appliquée, ça s'appelle, c'est des dessins pour construire des ponts, pour aller à la fac de psycho de La Rochelle en auditeur libre sur des conférences que j'avais envie d'entendre. Donc c'était pas une non-envie d'apprendre, tu vois. C'était juste... j'avais pas envie de perdre du temps sur un truc où je savais que moi, j'avais envie d'être très actif. J'avais envie d'apprendre, mais de mettre en application, et j'avais envie d'être libre, autonome, comme ça, de faire des choses. C'est comme ça que j'atterris sur les marchés, à faire les marchés. Après, pendant un petit moment, ça a été mon premier business. Je mettrai l'épisode qu'on a enregistré ensemble en 2018 dans les notes, parce que comme nous n'avons que 2 heures, et c'est très court pour parler de tout ce dont on veut parler, tu détailles vraiment ton parcours riche et éclectique dans cet épisode, donc je vous invite vraiment à l'écouter. Avant de passer à notre sujet du jour, l'économie de l'attention, j'ai quand même une petite question qui me taraude. Quand tu disais que quand tu étais petit, tu étais un petit peu à part parce que personne ne s'intéressait au sujet auquel tu t'intéressais. Quels étaient ces sujets ? Tout ce qui passe. Tu vois, c'est vraiment tous ceux qui parlaient d'un sujet en étant passionnés, je trouvais ça passionnant. Donc j'aurais pu croiser un gars qui me disait, tu sais, je fais des courses d'escargots parce que j'adore ça. Alors il y a les coquilles et les sans coquilles, tu vois. Et s'il y a un truc qui s'allume dans ses yeux, je vais faire, ah ouais, d'accord, mais c'est quoi la ligne de départ, tu vois. Donc tout m'intéressait, mais le point commun, c'est comment fonctionnent les choses, plus sur du micro, donc comment fonctionne l'humain et l'intérieur de l'humain. Mais le macro aussi m'intéresse parce que j'étais passionné d'astrophysique, tu vois, donc pareil. Mais c'était... tu sais, je fais des casse-têtes encore aujourd'hui, souvent maintenant en vidéo et tout. Je fais des casse-têtes depuis que je suis petit. Ce qui m'intéresse, c'est voilà, comment ils fonctionnent. Je me suis intéressé à la magie, non pas pour savoir le truc, comme beaucoup de gamins, mais parce que ça me fascinait de me dire comment ça se fait que mes parents, que je considère intelligents, ne comprennent pas comment j'ai fait. Si la pièce n'est pas dans ma main droite, c'est que la pièce est dans ma main gauche. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, tu vois ? Et donc, Fabien va à la médiathèque de La Rochelle pour prendre un livre de psychologie et il pipe pas grand-chose, finalement, tu vois ? Mais c'est ça, c'est tous ces trucs-là. C'est comment ça fonctionne le monde, comment ça fonctionne les gens. J'étais très observateur. Je passe
j'ai pas de grands besoins sociaux, donc je passe plus de temps à observer qu'à J'ai faire. pas de grands besoins Non, sociaux. c'est vrai. De façon j'adore, très politiquement correct de dire je suis un putain d'introverti. mais pas tellement, parce que je passe bien socialement, je fais bien, c'est fluide, mais mes amis, spontanément, je vais pas les appeler pour qu'on se fasse une bouffe. Déjà parce que je m'ennuie jamais, je connais pas trop ce que c'est, pour le coup, le vrai je sais pas quoi faire. Alors, si tu me donnes du temps, je dis que ça. Il y a plein de trucs que j'ai envie d'essayer, d'expérimenter et tout ça, machin. Donc ça, c'est depuis tout petit. Et non, j'ai pas de grands besoins sociaux. Ça m'a fait me fâcher avec des gens, tu vois. Des gens qui me disent, mais si on n'a pas un sujet ou un projet, parce que c'est souvent lié aux professionnels qui mélangent nos passions, on se voit pas. C'est pas complètement faux. Mais c'est pas qu'on va se voir que pour bosser, c'est que ouais, autant de joindre l'utile à l'agréable, tu vois. Ouais. Là, c'est marrant, je trouve ça très honnête de ta part de le dire. Et je réalise que je suis un peu pareil et que je ne comprenais pas pourquoi des personnes, du coup, pouvaient m'en tenir grief. Ouais. Tu vois, je disais, oui, mais en fait, on a fait d'une pierre deux coups, tu vois, entre guillemets. Et c'est pas contre toi, je t'utilise pas, mais c'est juste que je me suis dit que c'était une bonne façon de se voir. Tu vois, quand j'étais jeune adulte, quand les potes faisaient une soirée, etc., des fois j'organisais des trucs, et moi je ne faisais que les soirées où on faisait un truc autre que picoler. Il fallait qu'on se fasse une soirée jeu de rôle ou jeu de société, ou tu vois, juste qu'il y ait un sens à notre rencontre, tu vois. Alors il y a des amis qui t'aiment bien parler, etc., tu vois, mais tu vas pas parler 4 heures tous les jours en buvant un verre, quoi, tu vois. Bon, en plus, comme je bois pas d'alcool, tu sais, tu n'as jamais bu ? Si, quand j'étais en restauration et tout, un peu 0 ou 1, quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est des litres de bière ou rien, tu vois. Et je sais pas, un jour j'ai eu un dézoom, on était après le service là, au resto, et on avait un très mauvais réflexe, on prenait une bouteille de manzana chacun et des pintes de bière. Et en fait, les pintes de bière, c'était pour faire une pause dans la manzana, tu vois. Et on était vraiment très, 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 très alcoolisés. Et m'est venue une lucidité où je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrête maintenant ? Le bar, il est à mon pote, donc il fermera jamais. On est ivre-mort depuis un bon bout de temps, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrête de boire ? Qu'il y en ait un qui tombe. En fait, il faut qu'on tombe. Donc s'il faut qu'on tombe pour qu'on arrête de boire, c'est qu'on cherche à se foutre en l'air, en fait. Et on cherche à débrancher, à faire un suicide mental à minima, tu vois. Et ça m'a fait dézoomer. J'ai fait, allez hop, là, terminé, noir sale. Et puis comme j'aime pas perdre le contrôle, c'était très bien. Ça m'allait bien. Donc tu as pris cette décision avant même d'avoir l'expertise que tu as aujourd'hui sur le cerveau et avant même de connaître potentiellement les effets de l'alcool sur le cerveau. Oui. Mais après, le fait d'être bien avec soi-même, c'est que tu passes ton temps à introspecter. Et j'ai des théories du coup sur tout me concernant. Tu vois. Vas-y, c'est quoi ta théorie par rapport à l'alcool ? Ben non, mais ça, là pour le coup, c'était celle-ci, c'était ok. En fait, j'ai des trucs à régler. J'ai besoin déjà d'une excuse pour être un peu plus que sociable. C'est-à-dire pour draguer, par exemple, etc. Machin, parce que je me suis jamais trouvé jolie ou très intéressante de ce côté-là, tu vois. Et puis, il y avait des choses sûrement que je refoulais et que je me disais, voilà. Et puis, je voyais bien que dans ce microcosme, c'était valorisé de picoler, donc je voulais essayer de valoriser, tu vois. Donc, en fait, c'est prendre conscience de ça très vite qui a fait qu'en fait, à 21-22 ans, j'ai fait, ah ben non, en fait... Stop. Alors que j'étais avec des mecs en restauration qui avaient 40-45 ans et qui n'avaient pas encore fait cette démarche de se dire mais c'est peut-être pas normal qu'on rentre tous les soirs en disant j'ai pas bu aujourd'hui juste parce que tu n'as pas été ivre aujourd'hui, mais tu as bu 5 litres de bière dans ta journée, mon ami, quoi, tu vois, parce que c'est très commun. Le problème de la restauration, c'est que quand tu termines le service, tu rentres pas te coucher. Parce que quand tu termines de bosser à 18h, tu rentres pas te coucher non plus. Sauf que la seule vie qui existe à la fin de ton service, c'est la vie des bars. Et les bars, c'est tes amis. Les serveurs, c'est tes amis et tout. Donc, ça vit cette tendance. Juste après cette réflexion, j'ai fait un truc marrant. Je me suis dit, parce qu'on se paye tous des coups après les services, tu vois. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc. Je vais boire que des oranginas. Donc, on me propose une tournée. Bah, moi, un orangina. À un moment donné, je te jure, j'avais 7 oranginas de retard devant moi. D'habitude, j'avais jamais une bière de retard, tu vois. Mais quand il s'agit de boire autre chose que de l'alcool, t'es non, arrêtez, quoi. Je vais pas boire 4 litres d'orangina, ça va vite me saouler, quoi, tu vois. Donc ça, c'était marrant. J'ai besoin de constater aussi, d'expérimenter. Qu'est-ce qu'on cherche, tu penses, à fuir par l'alcool ? Est-ce qu'on cherche à fuir systématiquement ? Je suis pas sûr. Je pense qu'on aime bien avoir cette excuse quand même de la perte de contrôle.
Il y avait une expérience sociale qui avait été faite aux États-Unis. Il y avait des gros saladiers de punch où il y avait marqué sans alcool pour faire un groupe bêta, mais celui qui nous intéresse, c'était les gros saladiers de punch où il y avait marqué avec alcool et il n'y avait pas d'alcool. Et les comportements généraux des étudiants qui ont bu en pensant qu'il y avait de l'alcool, c'était un comportement de personnes alcoolisées. Donc on cherche quand même une excuse pour être désinhibé. On cherche un booster pour vaincre l'anxiété sociale, parce que déjà la prise de parole en groupe, c'est la plus grande angoisse qui existe, c'est la plus grande phobie. Exactement. Donc je pense que ça, c'est le premier point. On cherche à dépasser ça, à avoir une certaine contenance, et puis à moins se voir aussi, parce qu'on se voit moins. Tu vois, quand tu es capable de parler tout seul aux toilettes et de te répondre quand tu es alcoolisé, tu te vois plus, tu vois. Donc je pense qu'il y a de ça. C'est un phénomène, je sais pas si ça prend de l'ampleur, parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'au siècle dernier, c'était socialement encore plus accepté. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va dans des extrêmes qui, comme tu le disais, quand tu réfléchissais à pourquoi est-ce qu'il faut attendre que quelqu'un tombe pour arrêter de boire, qui, voilà, parfois est une forme de désespoir, quoi, ou de je sais pas ce que certaines personnes c'est anormal comme comportement hein, quand tu dézoomes. Alors, chez nous, en France, c'est dur culturellement, tu vois, parce que là il commence à y avoir une petite mode du sans-alcool. C'est vrai. C'est très cool. Moi, je le vois depuis des années parce que j'adore l'amertume de la bière. Avant, la proposition du sans-alcool, elle était dégueulasse et très faible. Et aujourd'hui, tu as des super bonnes bières de bons brasseurs de sans-alcool ou de 0,01 degré, tu vois ce que je veux dire. Et les mocktails, on en trouve de plus en plus, tu vois. Et on commence à le valoriser. Là, j'ai vu Artus quand il s'est pris la tête avec Léa Salamé là-dessus et tout. Artus, j'ai passé une semaine de vacances avec lui, on se connaît depuis 15 ans. Ah, c'est marrant. Normalement, on va l'avoir sur le podcast à la rentrée. Artus a fait partie des gens que quand on était en vacances à Grasse, il avait loué une maison, on était plein de copains. Moi, je buvais pas. Et il m'envoyait des scuds, quoi, tu vois, les mêmes scuds que Léa lui a envoyés. Et je trouve ça super cool qu'aujourd'hui tout ça s'inverse. On voit, tu vois, des prises de conscience, des changements, et des personnes comme lui qui prennent la parole. C'est cool, c'est plus cool que moi, parce qu'on sait que lui, à la base, c'était un fêtard, un bon vivant, etc. Donc, les gens peuvent se reconnaître en lui. Donc ça, c'est chouette, quoi, tu vois. Mais il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus. Et tout le monde avait joué le jeu, c'était cool. J'avais invité plein de gens. Il y avait Nino Arial, il y avait 8-9 personnes qui étaient venues. Je leur avais demandé de ne pas changer leur consommation d'alcool sur une semaine, mais de noter tout ce qu'ils avaient bu et de m'envoyer ça. Et de ne pas boire plus ou boire moins, juste on va regarder ça objectivement. Ils sont arrivés, j'ai levé les draps et il y avait toute leur semaine d'alcool sur un plateau déjà. Voilà ce que ça fait dans ta semaine, ça veut dire ça. Tu vois, donc déjà, il y avait un petit commentary de « Ah ouais, je pensais pas », tu vois. Et après, il y avait « On va retracer le pourquoi et quand tu as bu tous ces verres et t'enlèves tous ceux que tu veux enlever. » Mais attention, enlève pas pour enlever, c'est enlève tous ceux où tu te dis « Non, lui vraiment, non, je sais pas pourquoi je l'ai bu, quoi. » Et je me souviens, Nino, c'était ouf parce qu'il y avait, je crois, une dizaine de pintes de bière. Et le premier truc qu'il fait, il enlève les 10 pintes. Et je fais, non, t'as pas compris la consigne. C'est pas genre, faut faire... Non, c'est toutes celles où tu te dis, non, ça m'a pas fait plaisir. Il fait, ah non, mais j'aime pas la bière. Je dis, mais pourquoi t'as 5 litres de bière alors? Il fait, ah, bah tu sais, tu vas chez les potes, ça ouvre les bières, ça t'en passe une, tu la prends, t'oses rien dire et tout. Je dis, ah waouh, c'est incroyable. Et l'idée, c'était de se dire, juste, c'est pas ne pas boire d'alcool. Parce que d'ailleurs, moi, je dis pas je bois jamais d'alcool. Je bois peut-être 1 ou 2 coupes par an, 1 ou 2 bières par an, tu vois. C'est juste rare. C'est qu'à chaque verre qui m'est proposé, je me dis, tiens, est-ce que j'ai envie de boire de l'alcool ou pas? C'est juste cette question que tu te poses, tu vois. Et bien souvent, c'est non. En fait, là, j'ai pas envie, tu vois, une bière sans alcool, ça va m'aller, un thé glacé, ça va m'aller. Et en fait, quand tu fais ça, tu te rends compte que il y a beaucoup d'automatismes de je prends un verre pour prendre un verre. Mais alors, tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que malheureusement, moi, si je réponds à la question, souvent la réponse est oui. Tu vois, j'étais mardi au resto avec un ami, on nous propose un verre, et franchement, j'avais grave envie de me prendre un petit verre de vin, sauf que du coup, évidemment, après un verre de vin, t'as envie d'un autre verre de vin, mais j'en avais vraiment envie. Et donc, en fait, j'ai l'impression que je dois... Moi, c'est vraiment un renoncement quand je dis non, tu vois.
Ah oui, tu vois, mais parce que t'as pris le goût, tous les soirs, vu que j'ai beaucoup d'événements ou de dîners, tous les soirs, je pourrais boire. Et donc, j'ai juste cette conscience, mais plus rationnelle, de me dire, c'est quand même pas très sain. Mais donc, vraiment, quand quelqu'un arrive avec du champagne, te propose et je dis non, je suis dans le renoncement, quoi. Alors, les conseils de Fabou, c'est déjà, c'est les conseils de santé de base pour ton cerveau et ton corps. Il faut essayer de ne pas faire plus de 2 unités d'alcool par jour. Donc, une unité d'alcool, c'est les équivalents. Un verre de vin est équivalent à 4 centilitres de whisky, est équivalent à une coupe de champagne, etc., etc. Donc, pas plus de 2 unités d'alcool par jour et pas tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit plus de 5 fois par semaine. Ça, c'est ce que ton corps peut vraiment absorber cérébralement, corporellement. 10 unités par semaine, grand max. Ouais, et pas plus de 2 par jour, et donc au moins 2 jours où il n'y a pas. Quand ça dépasse, parce que tu vois, quand on avait fait la vidéo, il y avait des personnes qui disaient moi ça va, je bu que 2 fois dans la semaine. Ouais, mais t'as bu 2 fois, voilà ce que t'as bu, quoi, tu vois. Donc en fait, c'est pas mieux, tu vois, parce que c'est très traumatisant pour le corps et pour le cerveau, ça. Donc si toi, par exemple, t'aimes le vin, tu vois, parce que souvent ceux qui ont le goût d'un truc, c'est difficile parce que ça devient une gourmandise, donc c'est autre chose, c'est une saveur, quoi, qui est recherchée. Il faut l'entrecouper avec de l'eau. Okay. Parce que ça te déshydrate énormément. Ce qui se passe grosso modo, c'est que tu as un anti... pour ne pas utiliser le mot savant, tu as en toi quelque chose qui t'empêche d'uriner en permanence. On a des molécules qui font ça, parce que ce serait gênant, quoi. Ce serait un petit peu problématique. Surtout, c'est pour garder de l'eau dans ton corps et de l'hydratation. Et dans l'alcool, il y a un anti ce truc-là. Donc en fait, ça l'annule. Et donc, c'est pour ça que quand tu bois une bière, par exemple, tu vas aux toilettes et tu as l'impression d'uriner 2 bières, quoi, tu vois. C'est parce que c'est le cas. En fait, tu es en train de virer effectivement ta bière et toute l'eau que tu avais dans ton corps. Donc, la gueule de bois que tu peux avoir parfois le lendemain matin, sa seule et unique raison, c'est ta déshydratation nocturne. Donc, le meilleur remède quand tu as des soirées où tu bois plus que d'autres, tu vois, c'est de régulièrement, tous les 2 verres ou tous les 3 verres, de se prendre une vraie bonne rasade d'eau et quand tu rentres chez toi, de te forcer à boire, quitte à te lever pour aller aux toilettes durant la nuit. Mais voilà, c'est le vrai bon contresort. Ok, bah, merci. C'était les conseils du Fabou. J'adore mettre un petit jingle, tu exact. sais. Ce qui m'interpelle aussi dans ce que tu nous as partagé, c'est que tu me dis que tu ne sais pas t'ennuyer, tu ne sais pas ce que c'est finalement je sais pas quoi faire, enfin que tu as toujours quelque chose à faire. Est-ce que ce n'est pas paradoxal avec le sujet de ton dernier livre, où j'avais l'impression que quand même tu rappelais l'importance de l'ennui, qui n'en est pas un, mais qui est une façon de laisser son cerveau respirer. En fait, c'est même fondamental, l'ennui. Et quand je dis « je ne sais pas m'ennuyer », c'est parce que ça fait bien longtemps que j'ai compris que l'ennui, c'est une espèce de mirage au loin, en fait, dont on a peur. Mais quand tu es dans l'ennui, tu te rends compte que tu t'ennuies pas. Pas dans le sens littéral d'une mort cérébrale, tu vois. J'ai fait 4 jours, un jour, sur une usine, à mettre des bouts de tomates sur des pizzas, tu vois, en travaillant à la chaîne. J'ai une admiration profonde pour les personnes qui ont fait ça toute leur vie pour s'en sortir, parce que c'est déglinguant cérébralement parlant, c'est fou. Là, j'ai connu l'ennui. On n'avait pas le droit de mettre de musique dans les oreilles, parce qu'en cas de danger, etc. Et là, tu ne peux pas réfléchir, quoi, parce que tu dois être un minimum attentif à ce que tu fais. Et ce que tu fais, c'est un ennui profond. Voilà, ça, c'est un ennui profond. Mais le vrai ennui de « je ne fais rien de particulier », il n'y a pas de mort cérébrale. Le cerveau n'aime pas le vide, donc il va faire des choses. Il va introspecter, il va penser, il va rêver, il va créer aussi, tu vas avoir des idées. Il va trouver des problèmes à des solutions, enfin des solutions à des problèmes que tu t'étais pas vraiment posé consciemment, tu vois. Et en général, on craint l'ennui parce qu'on a peur de l'ennui qui va arriver. Mais comme le fumeur de clopes, il lui reste plus que 3 clopes dans le paquet, il stresse déjà de quand il n'en aura plus. Bah là, c'est pareil, tu vas plus avoir ton shot de dopamine parce que ça vient de là. Tu vas plus recevoir en fait ta dopamine dans le cerveau qui est une molécule endogène qu'on fabrique nous-mêmes et qu'on reçoit pour avoir de la motivation quand on découvre quelque chose de nouveau, quand on a une nouvelle idée, etc., quand on reçoit une nouvelle émotion, etc. Donc, si tu ne fais plus rien, tu risques de plus recevoir de dopamine. Et donc, c'est ça dont tu as peur. C'est de cet ennui-là dopaminique, en fait.
mais finalement, dès que tu n'as plus de stimulation autour de toi, ton cerveau, il prend le relais. Et ce qu'on appelle l'ennui, en fait, non, c'est juste des retrouvailles, c'est des joyeuses retrouvailles avec soi-même. La preuve ultime, c'est à chaque fois que tu es sorti des toilettes et que tu n'avais pas ton téléphone ou que tu sors de la douche et que tu dis « j'étais en train de penser à un truc ». Tu vois, tu vas aux toilettes 2 secondes, tu ressors et tu dis à tout le monde « tu sais à quoi je pensais là ?» Ben ouais, parce que tu as eu une idée, parce que tu étais dans un environnement neutre à faire quelque chose qui ne te demande pas beaucoup d'efforts intellectuels. Donc en fait, ton cerveau a commencé à cogiter à autre chose, quoi, tu vois. Quand je vais au resto avec des potes, s'ils partent aux toilettes, je prends jamais mon téléphone dans la main pendant ce temps-là. Je n'ai pas de raison de le faire. Et quand ils reviennent, j'ai toujours des trucs hyper intéressants pour notre conversation. Hein. C'est pas intrinsèquement intéressant, pas forcément, mais en tout cas dans la conversation, à rajouter à ce qu'on se disait, en fait, parce que le temps qu'il est parti, en fait, sans le vouloir, ça a un peu cogité, etc. Est-ce qu'on est tous égaux par rapport à ça ? Bon, je vais beaucoup parler de moi, mais vous m'excuserez, je me prends en exemple pour que Fabien puisse me coacher. J'assume. Mais vraiment, un des trucs que je déteste le plus, c'est les balades. J'ai vraiment, à chaque fois qu'en famille ou avec des amis ou quoi, je suis partie en balade, pour moi, c'était douloureux, quoi. C'est un manque. Tu balades pas ? Ouais, mais du coup, j'ai l'impression que par rapport à ce que tu dis, je ressens vraiment beaucoup plus de satisfaction à avoir une forte stimulation, alors que j'aimerais, tu vois, bénéficier des bénéfices de la contemplation. Mais je ne les ai jamais parce que pas forcément le contemplatif, je remplis. Et je serais curieuse de savoir ce que tu penses de ça et, à mon avis, de ce phénomène qui n'est finalement pas propre à moi, mais à notre génération, ce besoin de remplir. Mon agent Joël, elle me dit, t'es comme la nature, t'as peur du vide, t'as besoin de remplir. Mais c'est vrai que, tu vois, je remplis mon emploi du temps de 9h à 23h, non-stop, et j'adore. Et donc, je me demande ce que je rate, et je me demande si je peux apprendre à bénéficier de la contemplation. Alors, oui, on peut tous l'apprendre, surtout par la méditation qui a des vraies vertus scientifiques d'ailleurs sur le cerveau, sur les deux connexions entre les hémisphères. Ça a été prouvé sur des études qui ont été faites sur Mathieu Ricard par les Suisses, où on s'est demandé est-ce que vraiment ça transforme biologiquement notre cerveau. La réponse est oui, et positivement. Donc ça s'apprend. Et aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté à trouver des groupes ou des applis ou des bouquins sur le sujet. Mais est-ce qu'on a besoin forcément d'être contemplatif ? Ceux qui le sont vont te dire oui. À mon sens, oui, c'est mieux, mais est-ce que c'est un besoin fondamental ? Non, tu vois. Moi, j'ai quand même un besoin d'achèvement régulier. L'accomplissement ? Ouais, tu vois, de achever quelque chose. Achever ma vaisselle, ça peut fonctionner, tu vois. Achever un Lego, ça peut fonctionner. Donc d'être productif, d'une certaine manière. En tout cas, de constater quelque chose qui se termine. Et je l'ai analysé aussi. Et je le dis parce que je pense que pour toi, il y a un petit peu de ça aussi. Dans ce genre d'entrepreneuriat, on passe notre vie à ouvrir des dossiers et à ne jamais les fermer. Donc on a des projets un petit peu infinis en permanence. Le projet de ce podcast, c'est un projet dont tu ne refermeras jamais le dossier. Tu es toujours en train d'ouvrir des micro-dossiers dans ce gros dossier qui ne se referme pas. Donc je pense que nous, on a besoin de vivre le sentiment d'achèvement. Quand tu as terminé ton dernier livre, bravo pour lui d'ailleurs, la sensation quand tu as fini de faire tes retours avec ton éditeur ou ton éditrice, c'est cet achèvement-là que nous, il faut qu'on ait quand même de temps en temps, parce que sinon, on a juste un rush perpétuel et permanent qui ressemble un peu à un flux tendu. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai besoin, non pas d'être productif, mais de vivre de l'achèvement. Tu vois, je peux laver mes carreaux qui sont déjà propres, quoi. Tu vois, ce ne sera pas de la productivité, mais j'ai achevé quelque chose. Je les ai moi-même tous mouillés et j'ai passé la raclette. Moi, je ne le fais pas, j'aime pas ça. Mais, tu vois, mais finalement, ça peut correspondre. Donc, je pense que toi, dans ton besoin aussi dopaminique, parce que ça vient aussi de là, il y a un peu de peur du vide, effectivement, mais parce que tu t'es construit sur des projets comme ça infinis qui dépendent de toi. Tu es la femme clé de ce que tu entreprends. C'est quand même grosse responsabilité. Hein. Si on t'enlève de l'équation de ta société, elle perd énormément de valeur, là, quand même, d'un coup. Donc, tu le sais au fond de toi. Donc, c'est un travail perpétuel, tu vois. Y a ça, le fait que comme ça ne s'achève pas facilement, en fait, tu es toujours en continuité. Donc, il faut toujours avancer.
Et dans ta génération, il y a sûrement aussi un petit peu d'addiction à la dopamine qui est venue des réseaux sociaux, de cette actualité qu'on consomme en permanence, etc. Là, c'est une certitude. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé de t'intéresser à ce sujet? Et après, je voudrais savoir, pour chacun de tes bouquins, rappelle-moi, il y en a 7? 8. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, là, je sens que j'ai envie de faire un livre sur ce sujet en particulier? Alors, je te réponds dans l'autre ordre. Dans le sens, ouais. Pourquoi tu as commencé avec le premier? Le premier, c'est moi qui ai tout appris par les livres quasiment. Ça faisait des années que je rêvais de faire un livre, moi aussi, du coup, qui synthétisait un peu ce que j'avais appris. Et j'avais un rêve depuis des années. C'était sur le mentalisme, et d'un point de vue très généraliste, donc sur le cerveau et ce qu'on peut faire avec. J'adorais quand j'étais petit le manuel des Castors Junior, grosse référence. Je connais pas. En fait, c'est Riri, Fifi et Loulou. Ah bah oui, ça y est. Les neveux de Donald. Ils font partie d'un groupe qui s'appelle les Castors Junior. Tu sais, c'est un peu comme les scouts, quoi. Tu vois. Et il y avait un bouquin qui était édité. Tu ouvrais à n'importe quelle page, tu apprenais un truc hyper intéressant sur la forêt, sur machin et tout. Et moi, je rêvais d'un bouquin de mentalisme un peu comme ça. Tu ouvres n'importe où, il y a un truc intéressant que tu peux faire avec ton cerveau. Et donc, ce premier livre, je le propose à First Édition, chez qui je suis toujours finalement. Alors quand il est sorti, tout le monde a cru que c'était parce que j'avais 500 000 abonnés sur la chaîne quand il est sorti et tout, sur la chaîne YouTube. Et pas du tout, parce que quand je l'ai signé, j'avais 10 000 abonnés. Donc c'était pas... Ah ouais. C'était complètement décorrélé. C'est juste qu'ils ont eu du bol de me signer assez tôt, parce que j'ai pas négocié comme j'aurais négocié à ce moment-là, tu vois, même si ils ont quand même pris soin de moi. Mais voilà, c'était le temps de l'écriture. C'était un projet qui était plus ancien, en tout cas, que ma chaîne YouTube. Donc, je leur ai donné les feuillets. Ils m'ont dit, c'est trop. Enfin, c'est 2 fois trop, Fabien. Et j'ai fait, d'accord. Il y a combien de pages? Ça faisait un truc genre 100 000 mots, 110 000 mots. Quoi. Un livre, c'est 50 000 mots habituellement. Quoi. Le Word, il faisait 200 pages, un truc comme ça. Donc, ils m'ont dit, ça va pas être possible parce que, en fait, ça fait un livre trop épais. C'est trop cher à vendre, surtout pour un premier livre. Il m'explique comment ça se passe. Donc, on coupe la poire en 2, tu vois, et on fait ce premier bouquin. Il marche bien. Donc, ils disent, tu vas pas faire le deuxième, tu as déjà la matière. Si, évidemment, je la reprends quand même, je la retravaille, etc. Et puis après, fin de l'histoire, j'ai accouché de l'idée que j'avais depuis des années. Qui était synthétiser ce que tu avais appris par rapport à la maîtrise de son cerveau. Et des choses très propres au quotidien. Tu vois, de comment je fais pour me rappeler où sont mes clés en permanence alors que j'oublie les clés. Comment je fais pour me rappeler des prénoms de quelqu'un. Comment je fais pour calculer une racine carrée de tête ou une racine cubique de tête. Je dis pas que tout est très utile, tu vois, mais c'est tous ces trucs en vrai qui sont assez faciles à faire avec sa tête, tu vois. Et je dis, je vais voir mon éditrice et puis je lui dis, écoute, je te le dis, il y a un bouquin que je rêve de faire depuis toujours. C'est un bouquin sur le temps, le rapport au temps, la philosophie du temps, etc. C'est pas forcément de la productivité, parce que chacun fait bien ce qu'il veut après de son temps, mais en tout cas, c'est pour décider de ce qu'on fait de son temps et pour être capable d'en avoir. Mais je pense que ça marchera pas, parce qu'on m'attend pas sur ce segment-là, quoi. Et elle me dit, oui, ça marchera pas, parce qu'effectivement, si ça parle pas du cerveau, ça va être très dur de le promouvoir. Mais les 2 premiers livres ont très bien marché. On te suit sur celui-ci, déjà par sympathie, quoi. Et puis on sait que ça ne va pas se planter non plus 0 vente. Voilà, ce sera juste un creux. Et puis voilà, et si un jour tu as une autre idée, on te suivra après. Donc ils me suivent. J'écris le livre passionnément. Tu vois, là, c'est mon premier doc vraiment de non-fiction. C'est cool. Il l'édite, on le sort. Et le premier mois, sans aucune surprise, c'est un flop. Donc, c'est-à-dire, le plan s'est déroulé comme prévu, quoi. Tu vois, il n'y a pas de surprise. Et puis, moi, j'ai un autre sujet que j'ai envie de traiter, donc je pars sur le prochain. Tu le vis comment, ça? Je m'en fous, moi. Tu t'en fous totalement? Alors, mes segments de réussite, c'est où est-ce que j'ai un levier pour agir. Donc, j'ai un levier pour terminer le meilleur livre possible. Donc, mon succès, il est là, quand j'ai rendu mon livre et que c'est le meilleur livre que je pouvais écrire sur ma thématique. Parce que j'ai le levier, ça dépend que de moi. Après, que ce soit un succès commercial ou pas, j'ai pas les leviers. J'ai tous les leviers pour faire la communication, je le fais au mieux, mais il y a un truc qui m'appartient pas, quoi, après, derrière. Ouais. Donc je le prends pas du tout personnellement, tu vois. Et encore une fois, nous, on s'attendait à ce que ça marche pas à la base. Donc projet de cœur, pas de problème. Je me suis juste écouté. Premier mois flop, j'arrête de suivre les ventes, tu vois. Je sais que
on va peut-être en vendre 3000 dans l'année. Et puis, il y a plein d'auteurs qui rêveraient déjà d'en vendre 3000 livres dans l'année et ça va être très bien, quoi. Et au bout de 3 mois, mon éditrice, elle me dit, t'as vu Votre temps est infini ? Je dis, non, je regarde plus les trucs. Elle fait, regarde quand même. Et je vois, ça me remonte de fou, quoi, tu vois. Et en fait, c'est le bouche à oreille. Que le bouche à oreille. Et alors, il y a une petite leçon très sympa dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon livre qui a été le plus vendu et le plus lu. Dingue. En France et à l'étranger, il est dans 16 pays. Il a eu un prix, le prix Babelio en non-fiction. Et je trouve ça génial de se dire que c'est le livre où on se dit ça va flopper, mais c'est un livre de cœur, donc je le fais, tu vois. Donc ça m'a donné une leçon très tôt dans ma vie d'auteur de écris ce que tu veux sur ce que tu veux. Tu vois, et il y en a un qui a eu un énorme mauvais démarrage. Finalement, c'est ton plus gros succès, in fine. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça m'a donné la chance d'avoir cette leçon-là assez tôt. Et donc, après, j'ai toujours continué à écrire que si j'avais envie d'écrire passionnément sur un sujet. Et comme j'ai plein de passions, je savais que je voulais faire un livre sur la mémoire, un livre sur l'anti-manipulation, un livre sur le rapport au bonheur, à l'échec, qui sont des sujets qui me travaillent depuis que je suis préadolescent, tu vois. Donc, et d'ailleurs, c'est jamais les grandes théories de fais cette recette. C'est, alors, voici ma vie. J'ai beaucoup introspecté. Ensuite, je me suis renseigné scientifiquement sur mes introspections. Voici ce qui marche pour moi. Peut-être tu peux picorer dedans des trucs qui vont te servir ou que ça va te stimuler. Tu vois, je ne dis pas que c'est universel, quoi. Mais c'est toujours par plaisir de partage. Il n'y a que le dernier livre qui est très différent. Le dernier livre sur l'attention, c'est une peur depuis 2-3 ans. Un constat et une peur sur la perte de l'attention et sur ce qui va en découler du coup derrière et ce qui en découle déjà maintenant. Et du coup, ça, c'était assez étrange parce que pour la première fois dans un de mes livres, il y a un parti un peu manifeste. La partie 2 du livre, c'est je retrace de pourquoi on en est arrivé là. Et c'est une critique, hein, parce qu'il y a même des trucs que le service juridique ne voulait pas éditer. Et j'ai dit, si, j'ai les sources, j'ai les preuves, donc on va tout mettre, quoi. Mais voilà, ça, c'était une autre manière de faire. Ça m'a passionné de le faire parce que ça m'a permis quand même d'exorciser aussi ce que j'avais en moi. Dis-toi que quand tu fais du mentalisme, c'est un peu comme quand tu fais de la magie. Les magiciens détournent l'attention pour faire une petite astuce. Moi, je détourne la psychologie d'une personne par moment dans le spectacle. Et pour détourner l'attention psychologique, il faut qu'il y ait de l'attention. C'est aussi bête que ça. Et en fait, moi, je constate à quel point l'attention baisse. Je te parlais des curseurs dans les conférences et les spectacles. Je vois bien que dans les conférences, j'ai remonté le curseur de 20% dans le divertissement par rapport à avant. Sinon, tu n'arrives plus à transmettre de l'information. Les spectacles d'humour, qui est le milieu dans lequel j'évolue depuis 2011, en humour, aujourd'hui, on dit qu'il faut une punchline toutes les 3 secondes. Oui, mais pourquoi il a faux ? Je suis d'accord que par rapport à il y a 15 ans, je vois 3 spectacles en un maintenant, tellement vous avez rentré les vannes au chausse-pied. Mais il n'en reste pas beaucoup plus de choses après le spectacle, et on trouve ça formidable, et c'est vrai que c'est une performance. Mais pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui ? Pourquoi, sinon, les gens décrochent très vite ? Si tu as le malheur dans ton show de vouloir faire un truc un peu plus posé, réfléchi, mais drôle en même temps, mais plus dans le sourire que dans le rire perpétuel et la punchline, bah, ton public décroche parce qu'il y a une perte de l'attention. Donc moi, dans mes différents métiers, je la vois, cette perte de l'attention. Et je trouve qu'on a des indices très forts où à tout âge, elle est en train de se détériorer. Et il y a des trucs qui sont, pour moi, très flippants. C'est-à-dire que toi, moi, on a déjà commencé à construire notre vie personnelle et professionnelle. Donc ça a un peu moins d'impact sur notre futur. On n'est pas exempt de notre addiction à la dopamine et de notre baisse de l'attention, mais peut-être les conséquences sont moins dramatiques. Pour des adolescents ou des jeunes adultes, si ils perdent leur attention, il en découle une perte de motivation. Parce que quand tu vas chercher ta dopamine ailleurs que dans bon, bah du coup, je vais faire telle expérience, je vais m'intéresser à tel sujet, etc. Si tu perds ta motivation, il en découle des dépressions. Parce qu'à un moment donné, tu as 30 ans, tu relèves les yeux et tu n'as pas tellement expérimenté. Finalement, tu t'es pas intéressé à certains sujets, etc. Parce qu'il y a des expériences de vie que tu les fais justement pour ne pas t'ennuyer d'un manque de dopamine. Tu le fais aussi pour ça, tu vois. La personne que tu es maintenant, elle vient aussi du fait que tu avais du temps de réflexion avant et que tu avais des motivations avant, tu vois, sinon tu ne ferais pas ce que tu fais aujourd'hui. Donc ça m'inquiète beaucoup pour le futur, et là pour l'instant on ne sait pas. Et dans le présent, ben, tu vois, on va prendre une couche de nous, ce qu'on vit là au moment où on enregistre le podcast, parce qu'on est
On n'a sûrement pas la même temporalité avec les personnes qui nous écoutent suivant quand elles nous écoutent. Mais tous les résultats qu'on voit sur les élections en ce moment, elles sont aussi intimement liées à une perte de l'attention. Comme il y a moins d'attention, on va arrêter de s'embêter, de lire des programmes électoraux, de rechercher les anciens votes des anciens partis, de se renseigner dans le DIP. On va regarder, c'est qui parle le mieux, c'est qui présente le mieux. Et on va moins faire ce travail de recherche parce qu'il est fatigant et parce que ça demande de l'attention. On a plusieurs formes de l'attention. On a de l'attention soutenue, de la concentration. La concentration, c'est quand même un acte d'attention volontaire, durable et intense. C'est chiant. On n'a plus envie de le faire. On a perdu une grande capacité à le faire. Donc, en perdant l'attention, tu perds des capacités de mémorisation, des capacités d'interaction sociale, des capacités d'analyse. C'est une pierre angulaire cognitive, tu vois, l'attention. Donc, c'est pour tout ça que ça me faisait peur, quoi. Est-ce que c'est un muscle ? Non, mais je comprends l'idée. Donc, c'est un organe, le cerveau. On dit souvent d'ailleurs qu'il faut muscler son cerveau, donc c'est une connerie parce que un organe, ça ne se muscle pas. Par contre, comme tous les éléments du corps, moins tu te sers de quelque chose, plus il s'abîme. C'est-à-dire que si tu ne te sers pas de tes muscles, tu auras moins de muscles. Ton corps, il a un directeur dans le cortex frontal et préfrontal qui dit on envoie les nutriments là où il y a besoin. Si tu te mets à tous les jours mémoriser des choses par besoin, tu vas améliorer ta capacité de mémorisation parce que ton cerveau dit c'est utile, on le fait. Et ça marche même pour l'évolution en général, tu vois, chez les êtres vivants. Sauf que le cerveau, il est très flexible, donc lui, tu vois, il rechange vite les choses. Donc, puisqu'on peut le muscler au sens figuratif du terme, la bonne nouvelle, c'est que sur l'attention, rien n'est irréversible. On peut tous, alors rien n'est irréversible, je mets un bémol, le TDA avec ou sans H, le trouble de l'attention, c'est autre chose. Là, on parle du domaine médical d'un trouble. Moi, je parle des déficits de l'attention. Donc là, rien n'est irréversible. C'est même presque relativement simple en méthodo de revenir en arrière et de récupérer son attention. Il y a un truc de volonté, en fait, d'avoir envie de le faire. Et après, c'est complètement possible. Mais en ce moment, il commence à y avoir des discours d'alerte sur l'attention, donc j'en suis très content. Tu vois, moi, j'ai commencé à écrire ce bouquin il y a presque 2 ans. Il sort pile poil au bon moment. Mais ils sont un peu trop alarmants pour moi, où j'ai envie de dire, alors, attention les gars, vous dites quand même des bêtises parce que c'est foutu. Alors non, pas du tout. Et le problème, c'est les écrans. Ça aussi, non, pas du tout en fait. Le problème, c'est pas le couteau. Le problème, c'est de l'avoir planté dans le ventre de quelqu'un, le couteau. Tu vois. Mais avec le même couteau, tu peux couper de la nourriture, tu peux faire une sculpture. Enfin, il y a 1000 choses à faire, quoi, tu vois. Donc, les écrans ne sont pas un problème intrinsèquement. C'est notre manière de consommer et ce qui nous a été proposé et dans quelle économie ça nous a été proposé. Est-ce que toi, tu as changé des choses dans ton comportement, dans ta façon d'être, après avoir écrit ce livre et après avoir appris ce que tu as appris ? 2-3 points de détail. Alors, j'ai de la chance parce que je suis né avant les téléphones portables, mine de rien. Donc, moi, quand tu me demandes de mimer, de décrocher un téléphone, je fais encore ça. Hein. Je fais encore le pouce en l'air, le petit doigt sur le côté, tu vois. J'ai testé ça un jour en spectacle. J'ai dit décrochez vos téléphones et tu vois, tous ceux qui ont la vingtaine, ils décrochent un bloc, tu vois. Nous, on décroche un combiné encore, tu vois. Donc, je suis né avant ça. J'ai vécu donc l'apparition des téléphones portables, puis des smartphones. Donc, j'avais des habitudes de fonctionnement interne qui étaient déjà relativement sain, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça m'a moins happé. J'ai eu des périodes parce que je suis très geek, hein, j'adore la technologie et tout, mais comme je suis aussi introspectif, j'ai pu me voir faire et donc corriger certains trucs. Mais quand même, en écrivant, il y a 2-3 trucs que je me dis ah oui, non mais là ça c'est intéressant, tu vois. Par exemple, Hazar Askin, c'est le mec qui a inventé le scroll infini. Donc c'est l'ingénieur, programmeur qui a inventé le fait que quand tu scrolles, tu auras toujours quelque chose à voir. Avant lui, en fait, tu faisais défiler jusqu'à un bas de page et il y avait marqué page suivante. Et le fait que tu devais appuyer ou cliquer sur page suivante, ça t'obligeait à être conscient de ton moment présent et à prendre la décision de continuer. Tu ne pouvais pas te faire happer, tu ne pouvais pas rentrer dans un flow, tu vois. Donc ce scroll infini a permis de changer ça. En a résulté ce qui en a résulté, c'est-à-dire ses addictions, parce que son invention a été reprise de plein de manières. Tu sais à combien de temps c'était ? Je ne me rends pas compte au niveau temporalité. Le scroll infini. Je dirais que c'est depuis 2010. J'allais dire 2009, moi, tu vois. Ouais, bon, je pense que c'est dans ces eaux-là. Ouais.
Oui, parce que c'est les feeds aussi qui ont commencé. Parce qu'au début, les feeds Facebook, bon, quand il n'y avait plus rien à voir, il n'y avait plus rien à voir. Tu vois, après, ça a été intégré. Ça doit être dans ces années-là. Et Hazar Haskin est en dépression de son invention. Parce qu'il voit le nombre, il calcule un nombre de vies humaines perdues quotidiennement. Comment tu le calcules ? En fait, il prend le temps passé sur des scrolls un peu que lui considère inutiles, hein, mais c'est pas très viable hein, comme chiffre ce qu'il donne, et puis il le multiplie par le nombre d'humains qui a un smartphone ou qui a un compte TikTok ou qui a un compte Insta, etc. Et il se fait une moyenne comme ça, mais c'est des millions et des millions de vies humaines chaque jour qui sont passées à faire du scroll un peu pour rien. Ça, on en est certain. Des millions de vies humaines en énergie. T'imagines qu'avant ça, on mettait cette énergie ailleurs. Ouais. T'imagines ce qu'on pourrait faire avec cette énergie-là, quoi. Tu vois, c'est incroyable. Donc lui, ça l'a fait littéralement déprimer. Donc il a cherché comment contrebalancer son invention. Et il a lancé un truc que je ne connaissais pas, que j'ai découvert du coup il y a 2 ans en lisant un petit peu ses travaux actuels. C'est le conseil de mettre son téléphone en noir et blanc. Ça marche excessivement bien. Alors, vous pouvez le mettre en nuance de gris, vous qui nous écoutez ou nous regardez, votre téléphone. C'est souvent dans accessibilité. Sur certains téléphones, iPhone en l'occurrence, ça je connais, tu peux attribuer le fait de basculer en nuance de gris ou en couleur sur 3 fois le bouton général, tu vois. Donc, parce que moi, j'ai envie d'avoir de la couleur quand j'ai envie de chiller volontairement sur mon téléphone, tu vois. Mais tu peux le passer en noir et blanc. Tu as l'impression que ça n'a pas changé grand-chose à ta consommation. Ça la baisse de 25, 30%, 40% peut-être, tu vois. C'est-à-dire que même la personne qui dit « Attends, moi, c'est pour le boulot que je me sers de mon téléphone. Je ne m'en sers pas pour du divertissement. » Ben, tu vas voir que son boulot va être beaucoup plus rapide quand même, finalement, tu vois. Parce que c'est moins sexy. Nous sommes des rats dans un laboratoire où il y a des gens derrière qui cherchent comment nous fonctionnons. Ça, c'est l'effet casino. L'effet casino, c'est-à-dire les couleurs vives, ça nous interpelle l'attention. Le cerveau, ça provoque de la dopamine, les sons, etc. C'est très stimulant. C'est l'effet casino, les sons, les couleurs. Ding, 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 ding. Ils ont fait une expérience sur les rats. Ils avaient mis un levier où ils pouvaient avoir des croquettes et des sucreries à volonté. Donc évidemment, les rats y allaient très régulièrement puisque c'était à volonté et qu'ils sont gourmands. Ils ont mis le même levier dans une autre cage avec d'autres rats où quand ils activaient le levier, en plus de la gourmandise, tu avais un petit circuit lumineux qui s'allumait et un petit son qui est adapté à l'ouïe des rats, et ben, ils y allaient 2 fois plus. Tu vois, donc même sur les rats, ça marche. Sur nous aussi. Tu passes en noir et blanc, ça baisse tout. Là, si tu prends mon téléphone, tu regardes, il doit être en noir et blanc là, à ce moment-là, quoi, tu vois. Et après, quand j'ai envie de me faire plaisir, un jeu ou aller sur Insta, tu vois, ouais, je remets la couleur, tu vois, là, volontairement. Et pour terminer avec Hazar Haskin, il est en train de travailler sur une nouvelle solution qui est un scroll alourdi. C'est-à-dire, plus tu scrolles, moins il est fluide. Et au bout de X minutes que tu détermines toi-même dans les réglages, eh bien, ton scroll se fige, quoi. Il est très, très lourd à faire scroller. Et il y a un truc qui pop de « veux-tu continuer à scroller ?» Si tu mets « oui », ça relibère normalement le truc. C'est toujours le même enjeu, être souverain de là où va son attention. Est-ce que tu as décidé que tu étais en train de scroller une demi-heure? Et si oui, c'est OK, parce qu'on a le droit de faire bien ce qu'on veut. C'est du cheat meal mental, tu vois. Mais par contre, si tu ne l'as pas décidé, c'est cool que régulièrement, on te donne l'occasion de reprendre la main pour faire autre chose et pour en prendre conscience. Choisir mais pas subir. Ouais, c'est ça. Ce que tu disais par rapport au flow, le fait que finalement ce scroll infini a permis de créer le sentiment de flow. Alors j'aimerais faire aussi la savante et citer le nom de la personne qui a inventé le flow, mais il a un nom extrêmement difficile à prononcer. On va pas s'y risquer. Voilà, on l'embrasse. J'avais l'impression, dans voilà, ma définition du flow, que c'était quand une activité qui nous passionne et qui vraiment voilà, nous intéresse, nous stimule, rencontre un challenge assez élevé pour que ce soit difficile, pour qu'il y ait voilà, un enjeu, mais pas non plus trop compliqué pour pas qu'il nous abatte. Et c'est un sentiment que j'adore, que je chéris, que j'ai de moins en moins. Et j'en suis vraiment... Mon but, c'est de hacker le flow. Mais je pense qu'avant, je devais l'avoir 1 fois par mois, ce qui déjà est pas énorme. Ouais. Et maintenant, je dois l'avoir 1 fois tous les 3-4 mois. Tu as ce moment où vraiment tu perds la notion du temps. Et où tu es absorbé. Mais je le différencie du scroll sur les réseaux, où d'un côté, là, où en effet, je peux comprendre, c'est qu'il y a cette perte de notion du temps. Genre, beaucoup de gens se disent je pensais que je scrollais depuis 10 minutes, en fait, ça fait 1 heure. Mais d'un autre côté, ça ne rencontre pas les critères de challenge et de passion. T'as raison sur toute la ligne. C'est-à-dire que le flow, c'est quelque chose de positif et ta définition, elle est 100% juste
de la définition, moi que je connais du flow, donc on a les mêmes sources. Pourquoi je parle du flow quand on scrolle? Parce que je le dis à la française, t'as vu? Scroll. On scroll. Déjà parce que c'est quelque chose qui parle aux gens, ils voient de quoi je parle, mais c'est un abus de langage de ma part. Donc tu as tout à fait raison. Là, Flagué. C'était quelque Boum. chose de négatif, cette manière de scroller infiniment. En réalité, c'est plus un état de drogue. C'est une espèce de transe, je devrais dire. Tu vois, tu rentres en transe, mais la transe d'une drogue que tu es en train de recevoir, c'est-à-dire ces shots de dopamine, comme ça, perpétuels. Donc le flow en lui-même, tel que l'a défini Louise, c'est ce qu'on recherche tous, tu vois. Et si tu le vis moins en ce moment, c'est que tu deviens experte de ce que tu fais dans tes différents domaines. Et c'est pour ça que le challenge, il n'est pas assez fort. Tu peux mettre un challenge très fort sur un résultat que tu veux, mais la faisabilité, la construction, là, il est moins challengeant qu'avant pour toi parce que tu connais. Tu vois, même si tu as rajouté 2 briques de Lego pour le rendre plus difficile, tu connais ce processus-là. Donc, en fait, c'est la nouveauté qui va te redonner un flow. C'est ça qui va te challenger. Je pensais que c'était lié justement à l'attention parce que je remarque aussi à quel point mon attention a drastiquement baissé. Il n'y a pas si longtemps, j'étais étudiante. J'avais des galops d'essai régulièrement le samedi pendant 4 heures, parfois 5 heures. Et franchement, j'en souffrais pas. J'avais juste mon petit goûter à un moment, tu vois, quand j'avais faim. Je ressortais d'ailleurs avec ce sentiment d'achèvement dont tu parles. Et aujourd'hui, mais je pense que je ne peux pas passer plus d'1 heure, allez, 1h30, sans à un moment faire un break, checker mon tel. J'ai cette forme d'hypervigilance ou d'hyperconscience du temps qui passe qui est bien supérieure à celle que j'avais auparavant. Ouais. Et donc, je me dis, mais en fait, comment est-ce que je peux lutter contre ce phénomène ? J'ai vraiment tout le temps une horloge, tu vois, un peu dans la tête. Et j'ai l'impression que du coup, ça va à l'encontre du principe même de flow. En fait, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Donc, il y a déjà quand même le fait que tu sois encore sur des choses que tu connaisses. Donc, plus tu maîtrises, plus c'est habituel, moins le flow est susceptible quand même d'apparaître réellement. Tu te demandais si c'était en rapport avec ton attention. Oui aussi, parce que mine de rien, ce flow, il n'a pas le temps de résister ou d'apparaître, parce que maintenant, tu as une addiction à ta dopamine. On ne peut pas délier en fait, le problème d'attention avec le problème dopaminique. En gros, la dopamine, comme je disais tout à l'heure, c'est une molécule endogène que fabrique notre cerveau pour nous récompenser d'avoir une nouvelle idée, une émotion forte, une envie. Il va nous donner de la motivation. C'est le but du jeu. C'est donc quelque chose de rare à la base. On n'est pas censé en avoir en permanence. Et on n'est pas censé en avoir en ouvrant la porte d'un frigo. C'est le même fonctionnement que pour le sucre et la graisse. À la base, pourquoi on aime ça ? Pourquoi l'évolution a fait que ne sont restés dans nos gènes que ceux qui aimaient le sucre et le gras ? Parce que c'était rare dans la nature. Donc, il nous en faut pour le corps. Donc, il fallait qu'on soit récompensé par le plaisir quand on trouvait du sucre et quand on trouvait un petit peu de gras. Je te synthétise, mais c'est un peu ça. La dopamine, c'est pareil. Sauf qu'on a créé ce fast-food de la dopamine que sont, on va dire, les réseaux sociaux dans son ensemble, certains fonctionnements de certains jeux mobiles. C'est normal que notre divertissement et notre culture nous provoquent de la dopamine. Ça, c'est normal. Qu'elle nous en provoque de plus en plus et de plus en plus rapidement pour être sûr de prendre des parts de marché sur le concurrent, ça devient une course très dangereuse. Ça fait que tout le monde boite de l'attention, tu vois. Si tout le monde boitait de la jambe, ce serait le problème de santé numéro 1 à régler. Mais là, c'est invisible. Okay, donc, quand toi, tu as envie, durant ton galop, de faire ta petite pause au bout d'1 heure, 1h30, pour aller checker aussi ton téléphone, il y a 2 choses sous-jacentes, d'après moi. Il y a ce besoin de dopamine quand même régulier, donc ce problème d'attention, et aussi le fait que nous sommes devenus de plus en plus réactifs à cause de ça. L'être humain, de base, est fait pour être réactif. C'est ce qui fait qu'on est sur Terre depuis 300 000 ans. C'est parce qu'on a un buisson qui bouge, c'est quelque chose d'anormal, donc on le prend en compte et on y réagit tout de suite. Tu vois, c'est aussi basique que ça, et la psychologie humaine n'a pas beaucoup évolué, en fait, finalement. On est réactif, ça n'a plus aucun intérêt pour nous aujourd'hui d'être réactif. Dans notre société moderne,
c'est assez rare qu'on ait un mammouth qui nous fonce dessus. On n'a pas besoin de réagir comme ça aussi rapidement. Par contre, notre attention, comme elle est conçue pour être active, elle est toujours vigilante à tout ce qui est anormal. C'est pour ça que c'est très agréable de regarder des vidéos ou de faire des jeux où il y a plein de couleurs et ça bouge de partout, parce que c'est anormal. C'est pour ça que ça attire notre attention. Tu vois, c'est ce qui fera que si tu as une illusion d'optique là quelque part, j'ai envie de la regarder, parce que forcément, c'est pas quelque chose de normal. Donc, cette réactivité, elle a fait que l'humanité a changé son regard de sens par rapport au temps qui passe. Dis-toi que la génération de nos grands-parents et avant, ils regardaient plutôt vers le passé. Les valeurs, les traditions, l'histoire. Ma génération, et peut-être un petit peu la tienne, en tout cas années 80-90, on regardait vers le futur. Parce que c'était cool le futur. Tous les magasins de mon époque s'appelaient 2000 à la fin. Vidéo 2000, surgel 2000, chaussures 2000, tu vois. On parlait que du futur, des voitures volantes, etc. De l'an 2000, on était orienté futur, on se projetait, on était planificatif un peu. Là, on est dans le présent. Alors, tu peux dire que c'est une bonne chose d'être dans le moment présent, et c'est plutôt vrai si tu lis écartelé, mais c'est pas le bon présent, nous. C'est la réaction à tous les événements du présent en permanence. On veut te raccrocher à ce que tu fais en permanence, ok ? Donc, tu as un FOMO permanent de ce qui se passe autour de toi, que tu pourrais rater sur ton téléphone. Peut-être on t'a envoyé un message. En fait, tu n'es plus devenu accessible, tu es devenu disponible 24/24. Et il y a une grande nuance quand même entre ces deux mots. Moi, je suis très accessible, je ne suis jamais disponible. Là, tu peux m'appeler, le téléphone, il ne va pas sonner. Il y a que ma mère et ma femme qui peuvent faire sonner mon téléphone, parce que je sais que si elles le font sonner, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'important là, maintenant, tout de suite. Ou qu'elles tentent leur chance si jamais je suis vraiment disponible. Mais sinon, je suis juste accessible. Tu vas pouvoir me mettre un point de contact que je verrai au moment où je suis disponible pour voir mes points de contact. Tu vois ? Et c'est pas si simple. Hein. Ça me fait me prendre la tête avec beaucoup de gens dans le milieu professionnel, ça. Parce que je suis le grand injoignable. Alors, fun fact, finalement, à la fin, ça se passe toujours bien, parce qu'on se rend compte que les gens réactifs, si tu leur envoies pas le message au moment où il faut, s'ils te répondent pas dans l'instant, ils te répondront jamais. Alors que moi, dans les 24 heures, tu auras toujours une réponse, et je ne suis jamais celui qui bloque les avancées et les projets, tu vois. Mais parce que mes mails, je les consulte 2 à 3 fois par jour, à des temps donnés. Le reste du temps, ma boîte mail, elle est fermée. Je ne supporterai pas que mon facteur vienne sauter 20 fois à l'heure, dont 18 fois pour me donner des pubs. Tu vois, c'est ce qu'on fait avec la boîte mail. On se dit non, mais si c'est important et tout. Non, c'est tant que tu réponds le lendemain dans ton milieu professionnel, ça va. Tu vois, tout va bien. Comment il a évolué ton rapport au temps entre Fabien à 18 ans et Fabien maintenant ? Il est vraiment identique. Ah ouais. Ah ouais, c'est un truc qui m'a. C'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre sur le temps à la base. Hein. C'est que ça m'a toujours fasciné ce truc-là. Et j'ai toujours su que j'étais en train de mourir. Et tu trouves que tu es en train de mourir ? C'est très dur cette phrase, mais c'est un memento mori. Du jour de ta naissance, tu es en train de mourir. Et si tu le prends dans le bon sens du terme, pas dans le côté glauque, ça veut dire que tu n'as pas le temps de ne pas être heureux, quoi. Chaque seconde, c'est un cadeau hyper précieux de la vie. Tu penses que le bonheur est un choix ? Je pense que le bonheur stoïque, ça, c'est un choix possible, déjà. Parce qu'on confond souvent le bonheur et la joie. Tu vois, la joie, c'est une émotion, donc c'est éphémère. Mais le fait de ne pas être malheureux, on peut, si on se connaît bien, en tout cas, mettre des garde-fous un petit peu partout pour ça. Donc, je ne sais pas si je peux être heureux automatiquement, mais je sais que je peux faire des choses qui me plaisent tout le temps. Et dans des situations plaisantes tout le temps. Tu vois. J'avais été fasciné un jour. On faisait un après-midi avec des copains, on avait 14 ans. Et mon meilleur ami, Baptiste, vraiment au bout d'une demi-heure, il se lève de chez mon pote. Il fait « Bon, j'y vais ». Donc t'as tout le monde qui fait « Ah bon, mais tu dois partir ?» Il fait « Non, mais là, franchement, on se fait chier. » Et je me suis dit « Putain, quel courage d'assumer que c'est vrai. » Je veux dire, on le pense tous, là, il a raison. On n'a pas le bon feeling aujourd'hui, on se fait chier, on a tous envie de faire autre chose, en fait, finalement. Mais par comportement social acceptable, on ne se le dit pas. Et j'ai trouvé ça si courageux. Et surtout qu'en fait, quand il est parti, il n'y a personne qui a bitché sur lui, puisqu'il avait raison. Donc en fait, il avait 2 fois plus raison de le verbaliser et de partir, tu vois, et de faire un truc qui était plus satisfaisant pour lui aujourd'hui. Peut-être juste rien, mais tout seul, plutôt que rien avec nous, quoi, tu vois. Donc tout ça, c'est des choses quand même qui m'ont beaucoup marqué de
sois en accord avec ce que tu veux faire et avec ce que tu fais de ton temps, tu vois. Peu importe si tu glandes ou si tu charbonnes, mais est-ce que c'est ce que tu veux vraiment faire à ce moment-là? Il faut en accepter les conséquences. Ça, c'est le plus difficile. C'est-à-dire que moi, je sais que dans mon besoin d'autonomie, de liberté et d'être en accord avec ça, j'avais des conséquences de confort à prendre en compte. J'ai vécu dans une toile de tente pendant 1 an et demi dans un camping parce que je ne pouvais pas me payer un loyer. J'étais aussi heureux qu'aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, dans le côté heureux qui est le même qu'à l'époque, j'ai des expériences beaucoup trop cool en plus. Donc j'ai la chance de vivre des choses qui sont très stimulantes et qui provoquent justement des pics de joie. Mais quand j'étais dans ma toile de tente, j'étais tout aussi heureux parce que je me levais pour faire ce que j'avais envie de faire le matin, je faisais ce que je voulais de mon temps, exactement comme aujourd'hui en fait finalement. Donc en fait, j'ai trouvé ces socles-là qui me provoquent un haut niveau de bonheur stoïque, à minima. Si le flow est lié à l'expertise qu'on développe ou non dans certaines compétences, est-ce que c'est pas extrêmement fataliste pour les sportifs de haut niveau, par exemple, qui pratiquent le même sport, pour les chanteurs ou les groupes de musique, tu vois, qui finalement, au bout de 10, 15, 20 ans, en effet, maîtrisent de mieux en mieux leur art? Est-ce qu'ils sont condamnés à ne plus ressentir ou plus aussi fréquemment l'état de flow? Là, je vais te faire que des hypothèses parce que c'est juste mon avis. Je pense que les sportifs, ils ont d'autres stratégies mentales que je connais mal ou que j'ignore. Pour l'instant. Ouais. C'est le sujet d'un prochain. Non, mais tu vois, j'ai une amie qui s'appelle Marine Leleu. Ah oui, elle est venue sur ce podcast. Je mettrai dans les notes. Marine qui a fait l'enduroman, etc. Elle fait des Ironman aussi. Elle se refait une prépa là, d'Ironman. Quand elle se fait 3-4 sorties dans la semaine de 2-3 heures de course, plus ces 6 heures de vélo, plus ces machins, même moi, là, je te dis, je me dis, mais je me ferais chier. Tu vois, là, moi, je vais mourir cérébralement. Donc, je me doute bien qu'elle a d'autres stratégies que j'ignore pour pouvoir continuer à faire ça. Tu vois, je pense que les sportifs, à partir d'un certain niveau, ou les athlètes, les professionnels du sport, ont trouvé des stratégies et ont une manière de faire et ont d'autres enjeux qui permettent de garder le flow quand même. J'en suis intimement persuadé. Pour les chanteurs, les artistes, c'est un peu différent. Quand c'est des métiers scéniques, moi je connais le mien depuis 14 ans maintenant, on a quand même le challenge du soir. C'est-à-dire que pourquoi on a toujours le track avant de monter sur scène? Parce que tous les soirs, tu remets le trophée en jeu. Tu as pu avoir 100 standing ovation avec un public ravi, tu fais faire le même spectacle. Avant d'aller sur scène, tu ne peux pas t'empêcher de te dire « Et si à eux, là, ce soir, ces gens-là, dans cette config-là et dans cette salle, ça leur plaît pas ?» C'est pas si j'ai mal fait mon spectacle ou si j'ai mal fait mon concert, c'est si ça leur plaît pas. Alors, je me permets de t'interrompre parce que si on reprend tes mesures de réussite, tu expliquais que toi, c'était finalement ce qui était en ton pouvoir. Ouais. Donc, pourquoi en soi est-ce que tu stresses si tu sais que finalement, toi, dans tous les cas, tu donneras le meilleur de toi-même et que le reste ne t'appartient pas? Alors, j'ai trouvé 2 trucs pour compenser à ça, justement. Le stress qu'on a avant le spectacle, il vient de l'anormalité de s'adresser à 2000 personnes. On revient sur cette phobie-là, ce n'est pas une situation normale. Une situation anormale comme ça, pour le cerveau, c'est un danger. Et donc, s'il y a un danger, le cerveau, c'est très simple. Il va envoyer le sang dans les jambes. Tu vas avoir les jambes qui tremblent. C'est juste parce qu'elles sont bourrées d'adrénaline pour fuir l'endroit, c'est tout. Il va accélérer le rythme cardiaque pour bien oxygéner les muscles, qu'on puisse se défendre, qu'on puisse avoir aussi une meilleure capacité pulmonaire. Donc, en fait, c'est une réaction physiologique à un danger potentiel. C'est juste, il est toujours bête, je t'ai dit, ce cerveau, il croit toujours qu'il y a un puma qui va apparaître et qui va nous courser. Il ne fait pas de différence dans les dangers, quoi, tu vois. Mais quand même, pour pallier à ça, sur le côté ma réussite, elle est où, tu vois? Je pourrais me dire, maintenant, j'ai fait le même spectacle que d'habitude, ma réussite, elle est faite. Mais je considère que ce n'est pas ça le contrat que j'ai avec le public qui vient me voir. La majorité des artistes te diront, c'est ta proposition artistique. Les gens viennent la recevoir et ils la reçoivent ou pas. C'est ça être un artiste. J'ai un autre point de vue sur le divertissement, moi, qui est de mon job est de faire tous les soirs le même spectacle adapté à la salle que j'ai en face de moi.
pour moi, dans le mot spectacle vivant, il y a vivant. Et si je fige la même chose tous les soirs, je ne suis pas en accord avec la vie qui est autour de moi. Donc, j'ai 2 stratégies pour ça. Tous les soirs, je m'adapte au public. Je vais adapter la puissance de mon jeu. Je vais adapter certains mots. J'ai plus des intentions que des phrases écrites. Tu vois, je vais adapter la force de mes vannes, la puissance de mes vannes, etc. etc. Parce que parfois, tu as un public qui est un peu moins chaud, on va dire. Tu vois, dans les deux écrits, français et anglais, tu vois, ils sont un peu moins chauds. Donc, si tu vas trop en force, juste tu vas les perdre, quoi. C'est dommage. Parce qu'en fait, ils ont payé un billet qui a coûté un certain prix. Ils ont peut-être payé une babysitter. Tu vois, ils ont réservé leur soirée. Ils sont venus passer un bon moment. Tu as la capacité d'adapter ton spectacle pour leur donner ce bon moment. Donne-le, tu vois. Et puis après, il y a des publics qui sont on fire. Et puis là, tu vas te faire plaisir et tu vas monter tous les curseurs. Et c'est OK. Donc moi, je pense que l'artiste doit s'adapter quand même à sa salle. Et ma deuxième stratégie, c'est la sincérité, puisque moi, je n'ai pas de 4e mur, hein, je m'adresse toujours au public directement. Et cette sincérité, j'ai acquis ça en 2017. J'ai trouvé une idée que je regrette encore aujourd'hui. Tous les soirs, quand je monte sur scène, je n'ai pas écrit l'intro du spectacle, c'est-à-dire les premières phrases que je vais prononcer. Et tous les soirs, je me dis, comme ça, en arrivant sur scène, je vais être obligé de dire ce qui me passe par la tête, de trouver un truc à dire, et je vais forcément le dire sincèrement. Et ça va me mettre dans l'émotion de la sincérité plutôt que de me mettre dans l'émotion de « je joue ce spectacle pour la 287e fois ». Tu vois. Je te jure, Louise, tous les soirs, j'ai 17 pas à faire entre le pendrillon côté court et le centre de scène. Durant ces 17 pas, je me dis « Putain, mais Fabien, t'es trop con, quoi. Là, t'as rien à dire. Je sais pas ce que je vais dire. Là, c'est sûr, j'ai rien à dire ce soir. Donc, je vais dire « bonsoir, je suis content d'être là. C'est nul, tu vois. » Et je me dis « Mais pourquoi t'as pas écrit… » Allez, une phrase générique en joker quand même, en cas où et tout, et hop, la lumière s'allume, le son se termine, je dois parler, et il y a un truc qui sort. Parce qu'on a toujours un truc à dire, et que je ne vais pas rester comme ça, la bouche ouverte. Et au pire, je vais dire ce qui s'est passé dans cette salle, juste avant en loge, ou ce que j'ai fait hier, ou un truc dont j'ai envie de parler. Et ça part de la sincérité, comme ça, tu vois. Et en passant par la sincérité, je peux retrouver comme ça les états de flow. Sur la sincérité, ça me permet de redonner un challenge, quand même un petit enjeu, tu vois. Là, il faut que je sois bien sincère tout le long. Quelle activité te donne le plus fort sentiment de flow ? La résolution de problèmes. Tu vois, ça, je ne m'étais jamais posé la question, donc tu me poses une vraie question que je ne me suis pas posée non plus. La résolution de problèmes. J'adore le Eureka. Le sentiment de Eureka, il est d'une puissance terrible. Je fais des casse-têtes sur YouTube, mais c'est parce que je fais des casse-têtes depuis toujours, tu vois, j'adore ça. Pas les casse-têtes d'équilibristes, là, tu vois, t'as une boule qui s'explose et il faut la refaire. Non, des casse-têtes où il y a de la logique, tu vois, où faut le comprendre. La résolution de problèmes, ça me plaît quand même pas mal, ça. C'est chouette, hein. C'est chouette d'avoir parfois un petit problème dans sa compta et de chercher l'erreur. Tu vois, une petite satisfaction. Superlatif. C'est moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu le même phénomène, mais plus dans la philo ou dans les sciences sociales. Ouais. Ce truc de juste, en fait, tu connectes. Il se passe quelque chose et tu as une piste de réflexion et d'explication que tu n'avais pas avant. Et c'est comme une lumière qui s'allume dans ta tête. Ouais. Et c'est vrai que c'est un sentiment. Tu peux te coucher tard, là, après. C'est incroyable. Là, c'est du bon flow. Hein. non, j'aime bien ça. Comment tu choisis les vidéos YouTube que tu produit ? Alors j'ai de la chance déjà parce que YouTube, comme c'est arrivé tard dans ma vie, ça n'a jamais été mon activité principale rémunératrice. Ça a été une conséquence que ça génère des revenus et de ces revenus sont nés des nouveaux emplois dans ma société. Mais ça change déjà la vision des choses où tu n'as pas du coup besoin absolument de faire des vues tout le temps. Donc il y a deux axes différents. Il y a les vidéos qui me plaisent. En général, les séries de vidéos qui me plaisent, elles m'ont énormément plu au début parce qu'elles étaient nouvelles et elles ont fonctionné. Et donc, j'ai continué et à un moment donné, j'ai moins l'excitation du début, mais elles fonctionnent assez naturellement et ça me plaît encore, donc je le fais. Mais c'est pas du boulot d'ouvrier, tu vois. C'est du boulot d'artisan, par contre, qui est content de son travail, mais ça le passionne pas plus que ça à chaque fois, tu vois. Pour être très sincère, quoi. Mais on va le faire de notre mieux. Et à côté, il y a des vidéos qui me font vibrer et je sais qu'elles n'ont pas les critères pour percer sur YouTube. On va les faire quand même.
C'est quoi les critères pour percer sur YouTube? De la durée, du divertissement, un fond différent, une forme différente. Je suis fan de Mano Solo depuis tout le temps. De qui? Mano Solo. C'est un chanteur? Ouais, c'était un chanteur. C'était le fils de Cabu d'ailleurs, un dessinateur de Charlie Hebdo. Ah, d'accord. Je l'écoute depuis, c'est pas très connu, hein, ça, le fait que ce soit son fils d'ailleurs. Je l'écoute depuis le collège. J'ai toujours adoré ses textes. Pour moi, c'est un des plus grands poètes français, tu vois. Et j'ai voulu faire une vidéo. Enfin, il n'existe pas de docu sur lui. Donc, ça fait des années que j'essaye de financer un docu. Je trouve pas. C'est trop compliqué. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bon, moi j'ai une chaîne YouTube. On va faire 1 an et demi dessus. Et on va faire le docu que j'aurais voulu voir. Comme ça, il existera un truc. Quand quelqu'un tape Mano Solo, il y a son histoire quelque part, avec les documents d'archives qu'on peut encore trouver à droite à gauche et qui vont se perdre. Donc autant que je les récupère. Je me confronte à un problème de droit. Tu vois, genre, chez Ardisson, on ne veut pas forcément me donner les droits, etc. Et je me dis, c'était quoi la fin qu'il disait à la fin de ses concerts, Mano? Et vive la révolution? Ben voilà, allez, on fait tout, on fait comme des pirates, on n'a pas les droits, ça va être striké, c'est pas grave, on mettra la vidéo sur Vimeo, on mettra un lien dans la description YouTube. Donc tu vois, ça veut dire qu'il y a des passages dans la vidéo YouTube qui ont été coupés à cause des strikes et du coup tu es obligé d'aller sur Vimeo. Tu imagines la perte d'audience de tout ça. Donc cette vidéo, elle a fait 40 000 vues. J'ai une chaîne à 2 millions d'abonnés. C'était sûr que c'était la plantade. Je m'en fous, c'est celle-ci que je voulais faire. C'est pas une bonne stratégie pour l'algorithme, parce que tu sais que quand tu as une vidéo qui marche moins, il y a un côté un peu punitif dans les recommandations de tes prochaines vidéos. Mais c'est pas grave, c'est pas ma source de revenus principale. Je veux pas perdre de vue qu'à la base, les vidéos sur YouTube, c'était pour un kiff personnel, de partage personnel. Je reviens à l'époque où je suis en primaire et où j'ai envie de dire aux autres, j'ai trouvé un truc super fascinant et j'ai envie de t'en parler et voilà, je t'en parle, quoi. Mais aussi peut-être parce que j'ai commencé à faire du spectacle normalement, moi, dans les petites salles de 40 places, etc. Je n'ai pas de mal à comprendre que 40 000 personnes qui s'intéressent à ton sujet, c'est énorme. On a aujourd'hui l'habitude d'avoir des artistes qui ont des communautés, etc. Tu reviens 10 ans en arrière quand j'étais au Point Virgule. En 2014, c'était le Point Virgule. J'avais 110 personnes tous les soirs dans ma salle, 2 soirs par semaine du moins. C'était énorme d'être complet à 110 personnes au Point Virgule. Tu étais considéré comme bien en place dans ta vie quand même, hein, tu vois. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui fait une vidéo de 20 000 vues, on lui dit t'as floppé. Frérot, 20 000 personnes ont regardé, tu vois, ton travail. C'est énorme. Donc, c'est pour ça que j'ai encore ce kiff-là de me dire, ok, j'y vais au culot, j'ai envie de faire ça, je le fais, quoi, tu vois. Et des fois, on a des très bonnes surprises. J'avais fait un documentaire d'1h30 sur la chouette d'or, qui est une chasse au trésor qui a 30 ans, etc. J'en parlais hier avec Lorenzo, d'ailleurs. Ouais. J'étais pas au courant, donc c'est quelqu'un qui a acheté. Pardon, je me permets, pour voir si j'ai bien retenu. J'étais vraiment en mode, mais donc il y a une vraie chasse au trésor qui est possible encore aujourd'hui. Ouais. C'est un mec qui a caché une chouette tout en or. Exactement. Max Valentin. On sait pas où. Non. En France. Maintenant, il y a une personne qui sait où. Ah, c'est vrai. Parce que ça a été créé par Max Valentin au niveau des énigmes et Michel Baker qui a fait les illustrations à la demande de Max Valentin. Et pourquoi c'est Baker aussi qui fait ça? Parce que Baker a financé le lot, c'est-à-dire a financé cette chouette en or, en argent, etc. Et il n'y a que Max Valentin qui connaissait les réponses et qui sait où est enterrée la chouette. C'était un peu un psychopathe de ça, tu vois. Et quand même, il avait tout écrit et tout, et il est décédé en 2009, je crois. Et du coup, c'est ses ayants droit qui avaient les enveloppes et la disquette. Et là, par processus juridique, Michel Baker a récupéré tous ces documents. Ça part plutôt d'une bonne intention. Il voulait voir si vraiment, est-ce que la chouette est toujours là? Est-ce que les gens qui cherchent depuis 30 ans ont un truc à... Voilà. Mais dans l'histoire des chouetteurs, ceux qui cherchent la chouette, on les appelle les chouetteurs, c'est un peu à la fois excitant et des fois inquiétant de se dire il y a une autre personne maintenant qui connaît. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il n'est pas allé vérifier que quelqu'un n'a pas hacké son téléphone et a regardé sur Google, tu vois, sur son Google Maps? Qu'est-ce qu'il nous dit que quand il en parle, inconsciemment, il laisse pas des indices maintenant, etc. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. À l'époque où je fais le docu sur la chouette d'or, tout le monde s'en fout de cette chouette en or. Moi, ce truc me passionne depuis une vingtaine d'années. J'en fais un docu, pareil, on se dit voilà, ça va être notre petit flop à 30 000 vues, et puis en fait elle a fait 1,5 million. Tu vois, donc en plus c'est un peu comme pour Votre temps est infini, à force de faire ce que t'aimes, il y a des singularités aussi des fois, ça peut résonner avec beaucoup plus de personnes que ce que tu penses. Donc voilà, la ligne édito, c'est d'avoir toujours du fond d'un truc
qui me plaît et qui fonctionne, mais il me plaît comme un artisan, ça lui plaît de faire son truc, mais ça ne le fait pas vibrer 3000 non plus. Et à côté de ça, des trucs qui vraiment me stimulent de ouf, même s'ils n'ont a priori aucune chance d'être très populaires. Ouais. Ça m'inquiète beaucoup, la forme, le terme dictature est un peu fort, mais en tout cas, le fait qu'aujourd'hui, il y ait des codes aussi définis et que le divertissement soit autant roi sur toutes les plateformes, en vérité, mais là, on parle de YouTube. Je trouve qu'il y a un côté... du coup, si on se fie uniquement à la performance, ce qui aujourd'hui drive de nombreuses personnes, et on ne peut pas les blâmer parce que c'est ensuite ce qui te permet d'avoir de la rémunération, des partenariats, enfin de faire vivre aussi une société. Mais de l'autre côté, je trouve que ça... J'ai l'impression d'avoir un discours vraiment de boumeuse, j'espère que personne ne m'en voudra, mais que ça nivelle par le bas le niveau du contenu proposé sur YouTube. Alors, je nuance parce qu'il y a des gens qui encore font des vidéos d'1 heure, hyper travaillées, hyper approfondies. En fait, c'est le contenu suggéré plutôt par YouTube. Ah, c'est suggéré ? C'est plus le contenu proposé. Si on avait bien accès à toutes les données, on verrait des gens qui font un super truc. C'est juste, on ne les voit pas à cause des suggestions qu'ils vont mettre en avant, ce qui rentre dans les codes. Mais les suggestions dépendent de quoi ? Dépendent du nombre de clics et du nombre de la durée de visionnage qui est supérieur, bien supérieur pour le divertissement. Alors et que tu reviens à la télévision, hein, tout le monde dit j'adore les documentaires sur Arte, et puis tu regardes et en fait ils ont regardé TPMP hier soir. Ouais. Tu vas entre... Et ça, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. En fait, c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que on est de plus en plus en proie à la facilité et on fuit de plus en plus la complexité. Oui, alors déjà on fuit le coup de choisir parce que c'était plus simple quand il y avait moins d'offres. C'est un vrai travail cognitif de faire un choix. Tu sais, on connaît tous je passe plus de temps à chercher sur Netflix que je veux regarder plutôt que de le regarder. Bizarrement, quand on n'avait que 6 chaînes de télévision, c'était moins compliqué, alors que c'était du linéaire, de trouver ce qu'on allait regarder, parce qu'on faisait des choix par défaut. Là, on devient responsable de nos choix, donc il y a le coup de choisir, il y a le coup de renoncer, il y a le coup d'être responsable, parce que si ça ne te plaît pas, c'est bien de ta faute à toi, c'est toi qui as choisi, tu vois. Donc il y a ça, il y a la recherche de dopamine immédiate dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on... quelqu'un qui va regarder un truc un peu débile à la télé, il va dire non mais j'ai besoin de débrancher le cerveau, tu vois. Pour ceux qui regardent TPMP tous les soirs, dans les conversations que je peux avoir, ils disent non mais j'ai besoin de débrancher mon cerveau. C'est ouf, tu vois. C'est ouf parce qu'en plus cette stimulation perpétuelle qu'on va avoir, elle va fatiguer le cerveau cognitivement. C'est même pas un vrai repos pour le cerveau, tu vois. Est-ce que ça nivelle par le bas ? Oui, sûrement. Ça c'est sûr et certain. Est-ce que ça va être de pire en pire ? Là, c'est un sentiment personnel. Moi, je pense que ça va faire comme toutes les bulles, ça va exploser. À un moment donné, ça va être trop. Je trouve qu'il y a des indices assez positifs. Tu vois, je connais par exemple une personne qui fait des podcasts de 2 heures, qui sont passionnants, et je vois derrière des gens qui recherchent de temps en temps, de plus en plus, du contenu long, où tu n'as pas une stimulation et des pics toutes les 2 secondes, etc. Là, j'ai sorti plusieurs vidéos sur YouTube ces derniers mois qui ont très bien marché. Très peu de zoom, dézoom. Tu vois, très peu d'effets comme ça de cadrage. Je parle à cette vitesse-là, comme ça. Tu vois, j'ai dit, c'est bon, quoi. Tu vois, par rapport au sujet que j'ai envie de traiter, j'ai pas envie de les faire. Ah non, aujourd'hui, ce qu'on va se dire, etc. Tu vois. Et ben, elles ont plutôt bien fonctionné. Et j'ai des bons commentaires de ah, ça fait du bien, c'était posé, etc. Parce que je le verbalise en début de vidéo. Je dis alors là, attendez, vous allez décrocher, hein, je vous le dis. Ça, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. J'ai envie d'en parler calmement. On va se la jouer tranquille. Et en fait, tu vois que plus ça va, plus il y a des gens qui recherchent de temps en temps, pas encore tout le temps, mais de temps en temps, du contenu comme ça, des choses un peu plus longues et des choses un peu plus posées. Donc j'ai un peu l'impression qu'un peu comme pour tout, toutes les spéculations hein, d'ailleurs, hein, tu vois, là on spécule sur l'économie de l'attention, qu'à un moment donné ça va exploser et ça va et hop, là revenir un peu sur des essentiels et qu'après plusieurs offres existeront et cohabiteront sans souci. Comment est-ce que les personnes qui nous écoutent et qui peut-être se sentent victimes parfois de ce système créé pour happer notre attention pourraient faire pour reprendre le pouvoir dessus ? Et si on peut faire un lien avec la procrastination, parce que je sais que big up à ma cousine adorée, tu vois, elle me dit souvent oh j'ai grave envie de faire ça, oh j'ai une super idée, oh en ce moment je bosse là-dessus. Et en fait, elle se retrouve à chaque fois victime de la procrastination. Ouais.
Et parce que je pense qu'il y a un manque de confiance en soi, et parce qu'en fait, encore une fois, l'attrait du divertissement, de la vidéo, voilà, ce qui nous permet de ne pas réfléchir est trop fort. Comment on peut reprendre le pouvoir là-dessus ? C'est un vrai mix des deux. Quand tu as une nouvelle idée, une nouvelle envie, ça fait une étoile un peu plus scintillante que les autres dans ton cerveau. Celle qui provoque de la dopamine, tu vois. Donc, tu as envie d'y aller. Tu as envie d'y aller parce qu'en général, tu vois la finalité de l'idée. C'est ça ton idée, tu vois. Elle brille très fort. Tu n'as pas encore vu toutes les contraintes, les pièges à désamorcer, etc. Cette dopamine est faite pour générer de la motivation. Sauf qu'au moment où tu vas t'y mettre, tu vas constater que c'est quelque chose quand même de long et laborieux à faire. Et le cerveau, il est très bon pour passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. Mais de 0 à 1, c'est le plus difficile. C'est ça la procrastination. Donc, il faut commencer doucement, pas beaucoup d'un coup, tu vois. Tu le vois quand tu t'inscris à la salle de sport, tu y vas 4 fois dans la première semaine, et puis la 4e semaine, tu y vas 0 fois et tu n'y retournes plus, tu vois. Alors que si tu n'es allé qu'une fois la première semaine, une fois la 2e, une fois la 3e, peut-être ça aurait tenu dans le temps. Donc ça c'est l'explication déjà pourquoi naturellement c'est dur d'y aller. C'est très facile d'avoir des idées et c'est très très facile d'avoir des très bonnes idées. Ce qui est difficile, on en a tous des très bonnes idées tout le temps. Ce qui est difficile et ce qui s'applaudit, c'est ceux qui vont au bout d'une idée. C'est là on passe de la motivation à la volonté de faire, en fait, au fait de se contraindre. On n'a plus les envies, on n'a plus ça, et c'est juste à la volonté. Je cherche un terme que je retrouve pas, mais je le retrouverai dans notre conversation et je t'appellerai à ce moment-là. Mais non, mais c'est trop important de se dire que c'est déjà de base normal, c'est pas naturel. Le cerveau, il est protecteur, il est économe, il veut qu'on consomme le moins d'énergie possible. Donc en fait, il te protège un petit peu. Il y a une bonne technique de base déjà, c'est donc de tout surdécouper en petits pour le faire progressivement et de préamorcer quand c'est possible. Je te prends l'exemple de la compta, la comptabilité même personnelle. T'aimes bien, hein, parce que je suis à résoudre des problèmes de la compta. On est en fin de mois. Non, mais tu vois, la compta, par contre, m'y mettre, ça, c'est compliqué. Ouais. Ça, je peux procrastiner. Ça fait 1 semaine que j'ai un rappel sur mon téléphone. Et ben, tu sais ce que tu fais. Le premier jour, tu fais pas ta compta. Tu réunis dans tes dossiers tous les papiers dont tu auras besoin. Les factures, les machins, les bidules, tu fais tout en vrac, mais tu réunis tout au même endroit. Tu es sûr que c'est au même endroit. Ben, je te jure qu'après, tu auras beaucoup moins de mal après à t'y mettre. Parce qu'au moment où tu vas t'y mettre, c'est un truc un peu laborieux. Mais par contre, tu n'auras pas ce truc de « Ah, en plus, il manque telle facture. Alors attends, ça, c'est où ?» qui te fait décrocher de la routine de la tâche que tu voulais faire. Donc, c'est bien en fait de préparer en amont ce qui va te demander de l'énergie, tu vois, pour te le découper en deux. Mais la recherche dopaminique sera toujours plus forte si c'est quelqu'un qui est devenu addict à cette recherche de dopamine. Comment on sait si on est addict à la dopamine ? On regarde son temps d'écran. Okay. Et puis, à partir de combien On ne peut pas donner de chiffres parce que finalement, là j'ai vu ça ces derniers mois là, où des gens me demandent d'analyser leur temps d'écran et tout. Je fais, bah non, toi ça va. Bah, quand même, j'ai 6 heures par jour. Oui. Alors toi, tu travailles en voiture et tu as 3 heures de Waze. On s'en fout, vrai, tu vois. C'est vrai. Toi, tu as pris le train pour aller bosser à tel endroit. 2 heures de train, 2 heures de Netflix, ça me paraît pas déconnant non plus. Tu vois, faut pas exagérer, quoi. Tu vois. Donc c'est plus en vrai le temps passé sur les trucs futiles. Les trucs futiles, ça reste quand même les réseaux sociaux et certains jeux mobiles. Je dis certains parce qu'en général, les jeux gratuits sur mobile, c'est les pires. Ils ont été conçus par des gens qui sont spécialistes en captologie, donc des gens qui connaissent très bien le cerveau et qui veulent d'une part créer une habitude, l'habitude que tu y reviennes dès que tu as 2 secondes de libre. Oui, Candy Crush, c'est le cadeau quotidien, c'est pas un hasard. Tu vois, ils veulent aussi te créer des sentiments de réussite, ces parties très courtes où tu n'as pas gagné. Tu as gagné avec un nombre d'étoiles. Et comme au début, on t'a mis assez facile pour que tu aies les 3 étoiles, maintenant tu veux toujours les 3 étoiles, tu vois, et tu vas y retourner. Donc en fait, tout ça, c'est un système qui est très pervers pour te faire revenir pour consommer la pub qui est sur les jeux gratuits ou faire un achat à l'intérieur de l'application. Donc tu sais ta consommation de ces jeux type mobile-là. Et au fond de toi, en vrai, tu n'as même pas à regarder quelque part. Ouais. Tu as juste à regarder au fond de toi. Tu sais à quel point, à un moment donné, tu as dit « Allez, c'est bon, je scroll ». Et tu sais à quel point tu as fait ta routine de j'ai ouvert Instagram, après j'ai ouvert tel truc, après j'ai ouvert tel truc, et je suis retourné sur Instagram, et je suis retourné sur tel truc. Et tu sais ces boucles infernales. Il faut trouver, dans un premier temps, quelque chose d'autre à proposer au cerveau. Donc il faut rompre une habitude, il faut arrêter de le faire. On peut rompre des habitudes aussi facilement qu'en laissant son téléphone dans une autre pièce quand on va se coucher.
Oui, mais c'est mon réveil matin. Ça coûte 3 € un réveil matin. Vraiment, tu en trouveras un vrai que tu mettras, il n'y a pas de problème. Et voilà, on peut faire des ruptures de pattern, des changements de mode automatique. Et puis après, il faut trouver une compensation. Ouais. Donc, il va falloir expérimenter. Attends, on raccorde les wagons, on a fait une pause qui fait trop chaud et on est allé aux toilettes. On s'est mis à parler des élections, donc bon, de toute façon, ce sera obsolète quand on en parlera, mais c'était intéressant. Ouais. Donc, on parlait d'à quel point l'esprit critique, en fait, n'est même plus possible aujourd'hui à cause de cette perte d'attention. Et on parlait du coup des médias où on se posait la question, tu me disais, mais est-ce que tout ça aussi, c'est pas un jeu médiatique aussi qui a fait monter des réactions irrationnelles comme le racisme, etc. Et donc la réponse est oui, mais vraiment, intrinsèquement, depuis que l'actualité est devenue gratuite. En fait, c'est un vrai problème de pouvoir consommer gratuitement sur autant de supports l'actualité parce que tout service professionnel qui t'est fourni gratuitement est financé par la publicité. La publicité, elle se vend cher si tu as une audience à proposer aux annonceurs. Et donc, pour faire de l'audience, il n'y a pas 30 000 stratégies. Si tu veux faire de l'audience facilement, il faut générer du clic quand tu vas lire sur les pages Internet ou les vidéos, etc. Il faut le titre qui choque, qui confirme une conviction ou qui, au contraire, te mette hors de toi sur cette conviction, et c'est tout. Donc, en fait, on va générer de l'émotion dans l'actualité. Sinon, elle n'intéressera pas, tu vois. Sinon, elle est trop fade. Moi, je lis 2 médias vraiment d'actualité qui sont censés être apolitiques, même si c'est toujours dur de l'être, et qui sont sans publicité, et ça me coûte 2 fois 4 balles par mois. C'est ma seule manière d'avoir une source la plus neutre possible, c'est de payer pour lire l'actualité, tu vois. Que ce soit la télévision et Internet l'a démultiplié, vraiment, aujourd'hui, les médias d'information, dans leur utilisation d'Internet et des réseaux sociaux, je suis désolé, c'est catastrophique. On parle des titres putaclic sur YouTube, mais regardez, ça vient à la base de l'actualité. Hein. Tu fais un titre qui s'appelle « Louise est-elle une escroc ?» Je vais avoir du clic. Même si ma première phrase, c'est « Non, absolument pas. » Avec son parcours incroyable, Louise n'a rien d'une escroc. Mais en fait, j'ai posé cette question, ça a généré de l'émotion en fait à ce moment-là. Et il reste toujours quelque chose en plus de cette émotion, c'est terrible. Pire que ça, j'en parle justement dans le dernier bouquin, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ils sont dedans. Il y a une étude qui a été faite où ils ont partagé un article sur Twitter, je crois, à la base, ou sur Facebook, et ils ont mis un titre bien putaclic, tu vois. Cet article, il a été partagé dans l'extrême majorité des partages avec un traceur. Ils se sont aperçus que les gens qui le partageaient n'avaient pas cliqué dessus pour le lire. Ah ouais. Donc en fait, on en est à ce stade-là. Le titre, le chapeau suffit. D'ailleurs, quand il y a des erratums d'un article qui disait plein de conneries pour faire du sensationnalisme, il est mis à la toute fin de l'article que d'une part, les gens ont déjà lu ou qu'ils ont partagé de toute manière sans lire. Donc l'erratum, on ne le verra jamais, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Même s'il était publié indépendamment. Donc en vrai, c'est un vrai problème quand on entend, comme dans le document qu'il y a eu sur France 2, quelqu'un qui dit le problème, je le cite lui, mot pour mot, il dit c'est les Mustapha et les gens comme ça. On dit mais pourquoi vous dites ça ? Et qui répond je regarde la télé, je regarde les infos, je suis pas fou. Ben non, c'est un vrai problème en fait. On voit bien que oui, parce que les médias traditionnels font leur beurre aussi pour vendre des pubs chères. Les pubs qui avant le JT, là je parle sur le média télé, c'est les pubs les plus chères. C'est les pubs qui se vendent les plus chères. Donc effectivement, derrière, il faut que ça accroche et il faut que le lendemain, les gens reviennent sur ce JT plutôt que sur un autre. Donc il y a une enchère comme ça au sensationnalisme, au divertissement, à l'infotainment pour ça. Et donc oui, ça participe en fait à la perte de l'attention et de l'esprit critique aussi. Écoute, ça fait une parfaite transition pour revenir sur la procrastination, parce qu'en fait, on procrastine même... Je ne sais pas si on parlait de procrastination, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont la flemme, du coup, même d'aller chercher des données, d'aller se renseigner. Bien sûr. Donc, je pense qu'à cause de cette ambulance, on n'a pas eu tes conseils pour essayer de reprendre le pouvoir sur sa volonté et lutter contre la procrastination. Donc, la procrastination en elle-même, c'est sur la gestion de son propre temps. On procrastine à ne pas faire quelque chose qui ne provoque pas de dopamine. Alors si on est addict à la dopamine, effectivement, il faut commencer par régler d'abord ce problème d'addiction. Moi, je sais de quoi je parle. Là, pour le coup, je suis un vrai procrastinateur né. Mais non. Mais si. Sauf que j'essaie d'être un procrastinateur abstinent. Parce que j'ai compris un truc. Quand c'est
dans tes gènes, entre guillemets, tu le seras pour toujours. Tu vois ? Et un peu comme les alcooliques qui règlent cette addiction-là, on les appelle les alcooliques abstinents, en fait. Parce qu'ils savent que s'ils reboivent, ils vont retomber dedans. Moi, je sais que si tu me donnes moyen de procrastiner, je vais procrastiner. Parce que c'est mon mode de fonctionnement. Donc, en fait, il faut en tirer une force, tu vois. Je sais que j'ai besoin de deadlines très fortes et très faisables en même temps, parce que ce sentiment d'urgence, c'est mon moteur. Dans la procrastination, du coup, on a souvent le parcours d'être confronté à devoir faire un truc à la dernière minute. Tu peux le maîtriser, ce truc de dernière minute. Tu peux te mettre des deadlines. Moi, je prends des engagements. Par exemple, mon éditrice, elle me dit « faut rendre ton livre pour le 3 mars ». Et je lui dis « ah ben ça tombe bien, tu l'auras mis janvier ». Ah ouais? Je dis « ah ouais, tu l'auras mis janvier ». Puis début janvier, tu vois, que je commence à lui écrire en fait, tu auras une V1, quoi, mi-janvier, quoi, tu vois. Mais voilà, je me mets comme ça des choses pour moi-même prendre en compte que je peux avoir tendance à procrastiner, etc. Il faut réduire la charge donc de ce qu'on a à faire, et il faut toujours commencer par ce qui va moins te stimuler dans ta journée. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai commencé par ce podcast, en fait. Exact, je comprends. Il est 6h du matin, vous ne le savez pas, les amis. Non, mais tu as raison. Il faut commencer par les trucs durs, en vrai, quoi, tu vois. Parce que le podcast, mine de rien, c'est 2 heures sous la chaleur, il n'est pas si simple à faire, quoi, tu vois. Obligé de me parler et tout, la pauvre. mais parce que quand tu dors la nuit, tu remets tes jauges à niveau comme dans un jeu vidéo, tes jauges cognitives, tes jauges d'attention, etc. Donc, si le matin, tu commences déjà à les consommer, ces jauges-là, parce que tu as scrollé une demi-heure sur TikTok, parce que tu as écouté des infos qui t'ont foutu en l'air, etc., ben c'est sûr qu'après, le truc qui était déjà pas très séduisant à faire, tu vas pas le faire. Donc, on commence par le plus compliqué et on se récompense après avec tout ce qu'on aime, parce que tout ce qu'on aime, on n'aura pas de mal à trouver la motivation à le faire. On peut faire ce genre de choses comme ça. On peut s'entourer, on peut annoncer aux gens cette problématique. Et après, il ne faut pas aussi hésiter à communiquer sur qui on est. À être donc sincère envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et la personne qui te dit « tu pourras me faire ça dans une semaine », au lieu de dire « oui, oui » comme on fait d'habitude, pour s'y mettre la veille au soir quand on est épuisé, parce qu'on a quand même envie de tenir son engagement, on dit « oui, oui, par contre, alors, écoute, je te le dis, ce truc-là, je sais que je vais un peu le procrastiner. N'hésite pas à me demander où j'en suis. Ça va m'aider à avancer. Tu vois, n'hésite pas. Même si je te dis tout va bien et tout, en vrai, ça m'aura aidé. » On peut communiquer aussi sur nos forces, mais aussi nos faiblesses, tu vois. C'est pas si rare que ça, la procrastination, quoi. Et encore une fois, ça peut venir de quelque chose de plus inné, tu vois, ou acquis par une perte de l'attention, tu vois. Donc dans les deux cas, ça vaut le coup de communiquer et d'essayer effectivement de trouver des stratégies. Et ces stratégies-là sont souvent dans des slots de temps aussi. De se dire, d'accord, ça, je vais pas le faire. Je le sais que je vais pas le faire. Il me faut 30 heures pour faire cette tâche, je vais pas le faire. Sauf que je ferai 20 minutes demain. 20 minutes, c'est rien. C'est même un peu nul. Mais c'est mieux que 0. Et comme le problème, je te disais tout à l'heure, c'est de passer de 0 à 1, il y a de fortes chances qu'une fois que tu as fait 20 minutes, en fait, tu en fasses 60 minutes d'un coup. Parce que de passer de 1 à 2, de 2 à 3, ça ira, tu vois. Donc en fait, il faut aider son cerveau à se lancer, en fait, à y aller, à cette mise en action-là. Et encore une fois, c'est pas le plus évident. Votre temps est infini parle beaucoup de ça, en fait. Tout ce problème du rapport au temps, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait cette philosophie du temps pour lutter contre cette procrastination qui m'encombrait beaucoup, parce que comme tout me plaisait, j'avais envie de beaucoup d'expérience et d'apprentissage dans ma vie. C'était pas compatible avec le fait, et il n'y avait pas les réseaux sociaux, de rester dans mon lit à glander le matin, quoi, tu vois. Pire idée que j'avais, c'était d'acheter une Game Boy. Je passais des heures sur Tetris pour ne pas faire ce que j'avais à faire. J'avais même pas envie de jouer, en vrai, tu vois. J'ai quelques dernières questions pour toi, Fabien, avant de te délivrer de ce sauna. C'est sympa ce concept de sauna. Quel est le livre que tu voudrais offrir s'il n'y en avait qu'un que tu pouvais recommander aux personnes qui nous écoutent? Je pense que ce serait L'Art de la guerre, de Sun Tzu. Mais avec la petite recommandation de... N'appliquez pas ce qui est... Voilà, n'appliquez pas ça pour aller faire la guerre. C'est pas le principe, c'est pas de se foutre sur la gueule. Quoique c'est, selon moi, plutôt un livre de paix que de guerre, quand tu le lis quand même dans le détail. Et j'ai pas trouvé un endroit de ma vie où il n'y avait pas des conseils de ce bouquin qui résonnaient pas. Je le trouve d'une pertinence rare.
on parle du problème de procrastination, lis-le avec comme point de vue l'ennemi, c'est la procrastination. Et tu as toutes les stratégies là, tu vois. À chaque fois, tu as des problématiques, si tu prends ça en compte, mais c'est... Moi, par exemple, j'ai tendance à être monsieur Wikipédia, je sais tout, c'est casse-couille, tu vois, pour tout le monde. Donc sur un podcast, c'est parfait. Je ne le sais plus, je fais gaffe. Mais du coup, dans des échanges, il y a des choses que je pense, et si tu réécoutes le podcast, tu verras, là, on va faire une hypothèse parce que ce n'est que mon avis, ça veut dire que je n'ai pas les données, tu vois, je mets toujours cette nuance-là. Par contre, quand je sais, et quand je suis sûr des données fiables qu'il y a derrière, ça va commencer à vite m'agacer que tu dises que c'est faux et que tu dises autre chose qui est beaucoup plus faux, tu vois. Et ben, c'est grâce à Sun Tzu que j'ai appris à faire des échanges beaucoup plus intéressants où je me dis, attention, ce qu'il faut gagner, c'est pas les batailles, c'est la guerre. La guerre a plus d'importance que les batailles. Les batailles, c'est de l'ego. La guerre, c'est la finalité. Un jour, je me retrouve en plateau à la radio avec un médecin. C'était en 2017. Autant te dire que ce médecin-là, tu lui dis, on a un mentaliste youtubeur, vraiment les deux mots qui vont faire que tout ce que je vais dire, il ne le prend pas au sérieux. Je ne suis pas crédible à ses yeux. Et on parle de mémoire. Et à un moment donné, il dit, et voilà, et pour une bonne mémoire, déjà à la base, on mange du poisson. Et moi, dans ma tête, il y a tous les red flags. C'est-à-dire que le poisson, on l'a cru il y a longtemps qu'il fallait en manger pour la mémoire. Parce qu'il y avait beaucoup de phosphore dedans. La finalité, c'est qu'aujourd'hui, depuis des années, on sait qu'il n'y a pas beaucoup plus de phosphore dans le poisson qu'ailleurs. Et la deuxième chose qu'on sait depuis encore plus longtemps, c'est que le phosphore n'a rien à voir avec la mémoire. On s'était planté depuis le départ. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt de manger du poisson pour la mémoire, tu vois. À la limite, du saumon pour les oméga 3, ce sera plus intéressant, tu vois. Et du coup, je me dis, là, j'ai envie de batailler, quoi. Parce qu'il dit n'importe quoi 2 fois. Mais en fait, la guerre, c'est qu'est-ce qui est bon pour la santé des gens ou pas. Et je me dis, est-ce que intrinsèquement, fondamentalement, c'est mauvais de manger du poisson? Non. Donc en fait, ma bataille, elle est plus générale que ça. Et je ne vais pas attaquer cette guerre-là qui va faire que je vais peut-être... cette bataille-là, parce que je vais peut-être perdre la guerre sur les vrais conseils qu'on pouvait donner ce jour-là sur la mémoire et que les gens repartent avec de la vraie information utile. Et à ce moment-là, cette information est fausse, mais son inutilité n'a aucune conséquence négative, tu vois. Ben ça, c'est un conseil de Sun Tzu. C'est très sage. Ouais, c'est très sage, ouais. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que ce serait? Vivant ou mort? Vivant. Le but, c'est de les avoir après. Mais qui n'a rien compris ce podcast. Ah bon? Oh, dommage. Mano Solo. Ouais, j'adorerais. Tu sais que je suis un fou je vais nettoyer sa tombe, moi. Ah, j'adore. Ouais. Mais alors, t'es un passionné, je préfère dire ça. C'est plus valorisant. Encore une fois, c'est juste. Alors déjà, c'est parce que j'habite pas loin du Père-Lachaise. Et puis j'y suis allé une fois pour voir la tombe, je ne l'avais jamais vue. Putain, elle était dégueulasse. C'est le plus grand poète français de ces dernières années. On va quand même passer un coup d'éponge. Donc je suis revenu avec mon petit seau, ma petite éponge. C'est mon action méditative. Je vais mettre un petit coup là-bas. En fait, c'est fou parce que j'ai trop de trucs qui me popent mais qui sont improbables. Mais c'est tant mieux. Non, mais ça pourrait être, par exemple, un personnel de ménage de l'Élysée. J'adorerais entendre ces gens parler. Ouais, c'est vrai. Hein. Est-ce qu'ils ont le droit? Quoi, je sais pas. Tu vois, mais t'as raison. Les trucs à raconter doivent être ouf. Donc en fait, il y a soit des personnes qui me paraissent très inspirantes. J'adorerais entendre Vianney parler 2 heures avec toi, par exemple, tu vois. Écoute, on a eu un bref échange, bref mais intense. Ouais. Je travaille sur la version longue. Ok, super. Mais t'as raison, ce serait chouette. Parce que Vianney, on se connaît plutôt pas mal, lui et moi aussi. Et j'aimerais bien que quelqu'un lui tire les verres du nez parce que c'est passionnant. Si t'as l'impression que je fais beaucoup de choses, faut pas regarder ce que fait Vianney. Parce que derrière tout ce qu'il y a de public, il y a tout ce qu'il y a de off en social derrière. Le mec, il peut finir un concert à Bercy, être épuisé de sa semaine de concert et aller faire une maraude dans Paris toute la nuit pour aller voir les SDF et tout ça. C'est ouf. Et il n'y aura pas une photo sur Insta de « Regardez, je suis avec les SDF en train de faire une maraude », quoi. Tu vois, tout ça, c'est en sous-jacent. Donc, je crois que j'adorerais entendre bien. Et enfin, je vais te poser la question signature du podcast. Et tu sais quoi? On mettra peut-être après ce que tu avais répondu en 2018 parce que c'est la même question. Ok, trop bien. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Pour moi, vraiment prendre le pouvoir de sa vie,
c'est prendre soin de chaque seconde de vie en se disant tous les jours, je me réveille, j'ai 1440 minutes. C'est le cadeau, c'est le jackpot tous les matins. Ça peut s'arrêter demain, ça peut pas s'économiser non plus. Donc c'est où je le dépense, où il disparaît. Et donc je ne laisse personne voler ça sans mon consentement. Scroller à l'infini, perdre son attention, c'est du vol de ton temps de vie, de ces minutes précieuses sans ton consentement. Te laisser alpaguer tous les matins par ton voisin relou qui parle en boucle à la boîte aux lettres. Tu lui envoies les signaux que tu dois y aller, il les prend pas en compte et jamais il t'a demandé comment t'allais. En fait, ça c'est non dans ma vie. Moi, je passe vraiment pour un con, je sais, pour certaines personnes, parce que je n'ai pas ce comportement social. Mais pourquoi je ferais cet effort? Lui s'en fout de ma vie. Je suis que son déversoir, toi. Donc, pour moi, c'est ça. Si tu veux prendre un vrai pouvoir sur ta vie, tu prends conscience que tu es le ou la seule responsable de ton temps et tu fais au mieux pour en jouir comme tu le souhaites, toi, comme tu le désires. Bien sûr, en prenant en compte les obligations, j'en ai bien conscience. Merci beaucoup, Fabien. Tu vois, 2 heures, c'était presque pas assez. Dans un autre contexte de réchauffement climatique, je t'aurais fait rester 4 heures. Mais je vais te libérer. Pour les personnes qui veulent se procurer ton dernier livre, qui veulent voir les prochaines dates du spectacle, parce que je sais que là, la tournée est pour l'instant terminée. De toute façon, normalement, ce podcast sort début septembre. Donc je suis le 5 octobre au Palais des Sports, au Dôme de génial. Paris. Génial. Et puis, le livre, je mettrai dans les notes. C'est aux éditions First. Et tes réseaux sociaux, Fabien Olicard, partout. Oui, c'est très simple. Sur tous les réseaux. C'est le même nom, le même prénom. Trop bien. Merci Louise, beaucoup, merci Fabien. beaucoup. À très vite.